Films, séries, musique, jeux vidéo, livres, toute la pop culture est dans Allo Central. Avec un E Sur Radio Kawa. sans le E. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 98 d'Allo Central. Nous sommes le mardi 26 mars si vous nous écoutez le jour de la sortie. Et aujourd'hui, mes petits monstres, nous allons nous immerger dans un univers... Enfin, qu'est-ce que je dis ? Un Kaiju Universe ! Un monde peuplé de créatures diverses et variées, mais qui ont toutes un point commun, celle d'être de véritables titans gigantesques, plus ou moins dangereuses pour la race humaine. Mais bon, ça on y reviendra un petit peu plus tard. En attendant, je vous annonce que telle une hydre charmante mais à deux têtes, cet épisode sera co-présenté avec ma délicieuse Lucille. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ça fait du bien de revenir à la présentation ? Oui, enfin c'est quand même toi qui va mener quand même la majorité du truc. Oui, pense, je suis mais... meneuse de revue, mais quand même. Mais voilà. Mais oui, ça fait plaisir quand même. Non, en plus, c'est un sujet, je sais, qui te tenait à cœur, et je pense qu'on a eu raison de le garder dans le conducteur de l'année, parce que nous avons des chroniqueurs avec nous qui sont à la fois uniques, puisqu'il y a des nouvelles voix, précieux, comme le prochain que je vais bientôt annoncer, et surtout passionnés par le sujet des grosses bébêtes. Donc voilà, nous avons tout d'abord Meuret. Bonsoir. Toi, tu es toujours là. Toujours, je reviens, comme les films de Kaiju, il y en a tout le temps. C'est vrai, très bonne transition. Et dans les passionnés de Kaiju, nous avons Martin. Bonsoir. Bonsoir, donc c'est ta deuxième d'Allo Central. Ouais, deuxième, ouais, après les tueurs en série. Donc Les un tueurs- autre sujet qui me passionne. Tueur en série, grosse bébête qui tue des gens. Il y a une convergence évidente. Hein. C'est ça, il y a un créneau là qui se passe. Et nous avons aussi avec nous Sly, l'homme de l'ombre. Bonsoir. Toi, du coup, tu connais très bien Allo Central. Ouais, en fait je participe depuis 2 ans et demi. Surtout au montage sonore. C'est ça, Bah je oui. suis celui qui fait en sorte que les voix soient audibles. C'est ça. Donc si du coup vous êtes satisfait et heureux d'entendre chaque mardi les épisodes, bah c'est bien grâce à lui, parce que du coup sinon on n'aurait pas de conseils sur le son et on nous entendrait pas, et ce serait bien dommage. Pour information, chers auditeurs, cet épisode sera bourré d'1 milliard de références occultes qui pourront vous faire peur, et vous aurez raison, mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez bien évidemment retrouver la liste de nos recommandations sur la page de l'épisode. En attendant, chers chroniqueurs, je vous propose de lancer tout de suite les hostilités, commençant peut-être tout d'abord par définir qu'est-ce qu'un kaiju, et revenir un petit peu sur les origines monstrueuses. Qui veut se lancer dans le domaine ? T'es un gros monstre. T'as un gros monstre, ouais. c'est la base quand même, c'est un gros monstre effectivement. Est-ce que c'est un gros monstre japonais ou pas ? C'est la vraie question qu'il faut se poser, parce que à l'origine, donc kaiju est un mot japonais, c'est un genre qui a été largement popularisé et démocratisé par les japonais avec le roi des monstres Godzilla, le plus connu d'entre eux, mais il y en a d'autres, on va en parler. Mais il faut savoir que à l'origine, le Godzilla était une réponse à un film américain, The Beast of 20,000 Fathoms, j'ai oublié le titre français, mais c'est pas grave, c'est en gros un gros monstre qui arrive en ville et qui casse tout, enfin, à peu près le template habituel des films de kaiju. Et les Japonais se sont dit waouh, en fait c'est trop bien, on va faire pareil et en mieux, et c'est ce qu'ils ont fait avec Godzilla. Et c'était à peu près à quelle époque, ça ? Bah, c'était juste avant que le premier Godzilla sorte, donc le premier Godzilla est sorti en 54, donc ce film-là, The Beast of 20,000 Fathoms, je crois que c'est 52, 53, un truc comme ça. Et donc ça, c'est la naissance d'un genre, quoi. C'est la naissance d'un genre, même si précédemment, dans les années 30, il y avait déjà eu King Kong, singe géant, qui s'apparente quand même plus ou moins au genre du kaiju. Mais effectivement, à partir du moment où on parle de kaiju, on parle quand même principalement de monstres géants qui cassent des villes ou qui cassent d'autres monstres japonais. Même si après, voilà, tout ça se nuance, il y a eu des comment dire, des variantes de par le monde, et on va en parler, je pense. Tout le monde est d'accord sur cette définition ? Ouais. Ouais, tout le monde est d'accord. Du coup, maintenant, c'est le moment de faire un poké rap avec les kaiju. Oula. Et Attrapez-les tous. du coup, vous, je vous cible essentiellement les garçons, mais peut-être que toi aussi, Lucille, tu pourras m'éclairer, parce que moi, je suis... sensibilisée au domaine du kaiju, parce que j'aime bien les grosses bébêtes. Par contre, je les connais pas tous, et j'en ai découvert une qui était assez exotique chez toi la dernière fois. Une seule ? Bah oui, non, c'est vrai, il y en avait plusieurs. Ouais, mais il y en avait qu'une de gentille. Oui, il y en avait qu'une de kaiju chez gentille. toi, c'est intéressant. Mais du coup, est-ce que vous pouvez citer quelques-unes ou toutes, si vous les connaissez toutes, ce serait parfait. Mais bon, peut-être quelques-unes déjà, quelques kaiju du coup dans le style, et à peu près quel style de bestiole ça peut être, parce que Godzilla par exemple, en l'occurrence, ça s'apparente à un gros lézard de l'ère Jurassique. Un genre de gros dinosaure. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi comme bestiole ? On a Ghidorah, qui est une hydre à 3 têtes, même si elle est appelée constamment le serpent à 7 têtes. C'est super. En l'occurrence, le traducteur ne savait pas compter. Ouais.
Il y a beaucoup de références effectivement aux très gros reptiles, aux dragons et aux créatures mythologiques ou autres. Ou tortue, en l'occurrence. Aussi, ça c'est... Parce que en l'occurrence, celle qui était sympa, mais c'est pas toujours vrai, c'était Gamera, du coup, une tortue qui, en l'occurrence, dans le film qu'on a regardé, avait pris de la nitro, et du coup, elle crachait de la nitro par les... Oui. En fait, Gamera, pardon, je suis désolé, alors, on parle Gamera, du coup je bondis en fait, parce qu'il faut savoir que Martin Gamera Caché, c'était mon premier pseudo sur Twitter. Donc Gamera, je la porte fort dans mon cœur, donc oui, Gamera... Godzilla est arrivé quand même sur un ton hyper sérieux, hyper sec, vénère dans les années 50. Après, rapidement, c'est parti en sucette des Godzilla contre King Kong. On a compris que ça allait rigoler quand même. Et Gamera, il y a zéro ambiguïté chez Gamera. C'est un monstre gentil en fait. À part dans le tout premier où bon, il y a un petit doute, mais rapidement en fait, c'est Gamera l'ami des enfants. Et Gamera peut tout faire quoi, voler comme une soucoupe volante avec du feu qui sort des trous des pattes. De ses pattes arrière et pas de ses fesses. Oui, non. C'est plus drôle de dire par les fesses. Nager dans l'eau, voyager dans l'espace, et j'en passe et des meilleurs. Le film qu'on a vu, en effet, elle est allée faire un petit tour dans l'espace un moment. Vous avez vu lequel du coup ? C'était, je crois que c'était... Gamera tout court. Non, c'était Gamera, Monstre de l'espace, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est le titre qui nous a fait choisir le film. Ouais. Oui, parce que, donc, juste pour resituer, on s'est fait une petite après-midi film de kaiju avec Murray et Morgan pour pouvoir se mettre un petit peu à niveau. Ouais. Voilà, et donc on a choisi de regarder un film de Gamera des années, donc de 1980, je crois. Bien kitschouille comme il faut, histoire de se mettre dans l'ambiance, parce qu'il y a quand même... il faut l'avouer, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un peu, mais il y a un côté très kitsch parfois dans les films de kaiju. C'est le gros avantage, c'est quelle que soit la période du film, il est forcément kitsch. Même après, et même au moment où il sort, c'est instantanément kitsch. Ça nous a fait un drôle d'effet parce qu'on s'est dit, il est quand même sorti 3 ans après Star Wars et c'est tellement cheapos. Est-ce que c'est celui avec les 3 Superwoman ? Oui. Ah oui, non mais alors là vous êtes tombé. Je crois que c'est moi qui vous l'avais conseillé. On l'a choisi sciemment. Parce que en fait celui-là c'est donc la Kadokawa qui était le studio de production de Gamera, c'était complètement cassé la figure et c'était leur dernier espoir justement, un nouvel espoir de sauver leur boîte. Et en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris toutes les scènes, tous les money shots des Godzilla précédents, donc toutes les bastions avec des monstres. Ils ont remonté ça dans un seul et même film en mettant les 3 Superwoman au milieu pour faire genre. C'est pour ça que ça n'a pas de sens. Il y a aussi, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais il y a des stock shots de Galaxy Express. Galaxy Express, ouais. Oui. Et d'un autre truc, je sais plus quoi. Et il y a aussi un croiseur impérial. Enfin bref, c'est. Oui, l'introduction du film, c'est n'importe quoi. C'est Star Wars. Même la musique, il y avait des notes parce qu'il y avait des notes qui ressemblaient un petit peu au thème de Star Wars. Non, celui-là, il est complètement fou, quoi. Complètement fou. Mais après, il y a eu une trilogie Gamera dans les années 90 qui est de très très bon niveau, qui est très très réussi, et un dernier reboot en 2006, et les fans, dont je fais partie, attendent le nouveau reboot dans les années, qui viendra peut-être un jour, on espère, on y croit encore. Mais c'est, en l'occurrence, Gamera, c'est purement japonais, il y a pas de, ça s'est pas exporté ailleurs. Ah non, ouais, c'est très très japonais, ouais. C'est, parce que c'est vrai que nous, dans l'après-midi, en fait, on s'est rematé le film de Gareth Edwards, c'est ça? De 2014. Oui, de 2014, celui qui est hyper sérieux avec, Quicksilver, ouais, ou qui casse, ça dépend du point de vue de l'époque. Mais, qui a des enfants et qui fait des enfants avec sa sœur d'ailleurs. Avec sa sœur d'Avenger, oui, c'est très bizarre. C'est très gênant. Pendant tout le film, on était là genre arrêtez de vous faire des bisous, c'est chelou. Donc Elizabeth Olsen et Taylor Aaron Johnson. Ah, tu connais les noms, c'est parfait. Oui, c'est pour resituer un peu. Je me suis dit que nos auditeurs allaient peut-être être un peu perdus. Genre, il fait des enfants avec sa sœur. Voilà, c'est juste les acteurs. Vous inquiétez pas. Ouais, c'est vrai qu'on s'est recité celui-là et du coup le Godzilla de 2014 est quand même vachement sérieux. Il y a pas beaucoup de moments où tu te dis genre hey poète c'est fun quoi. Alors que et là du coup on regarde Gamera et le Hall of Fame de toutes ces créatures avec franchement on aurait pu faire un bingo avec des moments qui se répètent du coup, mais c'est totalement logique du fait qu'ils aient récupéré carrément des morceaux de films des précédents films en fait. J'espère que vous avez apprécié le moment où il tape sur les ailerons du requin en faisant du xylophone. Oui,
Mais oh c'est là ça, là. il est cruel, il est très cruel dans ce passage-là quand même. Ouais, il est assez revanchard. Hein. Mais Gamera, c'est très. Alors, Gamera, ce qui est drôle, c'est que c'est pour les enfants, mais c'est hyper gore en fait. Il y a vrai qu'il y a du sang. il y a beaucoup de moments où il y a, je sais pas s'il y a ce passage où il y a un monstre qui se fait couper en rondelles par un autre monstre en fait. Je sais Non, pas je s'ils crois l'ont pas. inclus dans ce film-là. Bref, c'est dans un film précédent où il y a carrément, en fait, il y a un monstre avec une tête de hachoir. Et, Oui, on l'a vu celui-là. Et il massacre le monstre du film précédent en le coupant en petites rondelles fines et c'est super violent en fait quoi. Et c'est pour les enfants normalement, mais bon, c'est les Mais- années 60 quoi. Après, comme le sang, il est vert, Vert et bleu. Ouais, mais c'est. Ouais. Ça- même. C'est un peu comme tu sais, les Feebles, les trucs comme ça là où tu sais, c'est un espèce de mélange bizarre entre c'est censé être pour les enfants et c'est un peu sale en fait quoi. Donc ça met un peu mal à l'aise en fait. Moi, ce qui m'a mis mal à l'aise, c'est toutes les parties avec les humains, personnellement. Mais Ah oui, bah oui. Je comprends. parce que Deux décors, il y a un parc et une maison Ouais. et une animalerie. Si, il y a une Trois décors. animalerie aussi. Et puis cet enfant qui est sous exta, là, qui est vraiment beaucoup trop heureux de voir cette énorme tortue. Tu vois. Et Ça va qu'elle est végétarienne, hein, mais bon. Et pas- j'avais chroniqué en fait ce film dans le podcast Nanarland, donc c'est pour ça que je suis au tech aussi. Ah ouais, non mais ouais, mais il est assez incroyable. Hein. Forcément. Et pendant tout le film, de temps en temps, j'étais, mais on nous a dit pourquoi les meufs, elles sont là, parce que je sais pas. Et en fait, bah non, il y a une vague raison, mais en fait, pas tant que ça, quoi. C'est assez incroyable. Et du coup, en autre monstre, il y a une espèce de vieux papillon de nuit là que je ne connais pas bien. Oui, c'est Mothra la mythe géante. Mothra. C'est ma préférée, c'est pour ça que Mothra. je suis très très enthousiaste. Elle est apparue dans les années 60 et c'est un des kaiju qui est toujours bon en fait. En fait, c'est une symbolique de la nature, de la Renaissance, puisque elle apparaît soit sous forme de papillon, soit sous forme de larve. Et il y a tout le système de Renaissance, puisque il suffit qu'elle redevienne une larve pour ensuite se retransformer en papillon, blablabla. Et elle est trop mignonne, elle est toute fluffy et tout, elle est super choupie. Et franchement, elle déboîte. Moi, j'adore Mothra la mythe géante. J'ai cru voir en effet que la marionnette, enfin en tout cas la figurine, elle avait l'air en effet très douce. Oui. T'as envie de lui faire des câlins, même si ça reste une grosse mythe quand même. Ça reste une grosse mythe, mais bon. Et elle est accompagnée de deux petites fées qui sont un peu ses gardiennes. Ah, il y a des fées aussi. Oui, il y a des petites D'accord. fées. Bah, alors c'est un autre nom. C'est les jumelles en de l'île de japonais. l'Infant. Les Shobijin. Voilà. Les Shobijin. Ouais. Shobijin, voilà. Mais en français, doit pas ce se prononcer comme ça. sont des petites fées entre guillemets. Donc il y a un petit côté merveilleux avec Mothra la mythe géante qui paraît complètement décalé d'ailleurs par rapport à Godzilla ou par rapport à Ghidorah et compagnie. Donc J'avoue, Godzilla, mythe géante. et pourtant elle en impose. Hein. Elle en impose et elle lui a foutu des trempes. Et, ah oui, parce Oui, que très évidemment, il y a des crossovers de ces histoires-là. C'est un gros univers avec plein de monstres réguliers. Selon les studios de production, les scénarios étaient pas les mêmes et les justifications de pourquoi ils sont présents sont pas tout le temps les mêmes. Et effectivement, Mothra, je crois qu'elle a eu un film où il y avait que Mothra, mais sinon elle est souvent là pour épauler Godzilla ou pour épauler d'autres monstres pour péter la gueule de Godzilla. Ça dépend des versions. Elle a eu plus d'un film puisqu'il y a eu la fille de Mothra, pardon, la fille de Godzilla. Il y a un film qui s'appelle La fille de Mothra que j'ai vu. Elle a eu Donc, en fait, elle a eu sa trilogie dans les années 90. Ouais, c'est ça. Donc rien elle que pour elle. elle en a eu plus d'un. Enfin, elle en a eu un pour elle toute seule où elle a. En fait, c'est marrant parce que dans les années 60, la Toho, donc la firme de production historique japonaise de Godzilla, a fait exactement ce qu'a fait Marvel 40 ans plus tard, quoi. C'est que chaque monstre avait son petit film et à un moment donné, ils ont fait le crossover de la mort où ils sont tous rencontrés, quoi. Le Civil Donc, War. donc il y a eu, mais exactement en fait, c'était le Avengers, quoi. Donc il y a eu Rodan, l'espèce de ptérodactyle géant, qui a eu son propre film. Donc Mothra a eu son propre film. Il y a d'autres monstres. Il y a le monstre Anguirus qui a une espèce de chien avec une carapace à pointe, qui est apparu dans un autre film aussi. Je crois que c'était dans Frankenstein contre le monde, où en fait, Oui, voilà. on en parlait en Elle en off. parlait. Ouais. Et à la fin, ils sont tous réunis dans un film qui s'appelle, alors j'ai oublié le titre, je crois que c'est All Monsters Attack, un truc comme ça. Au moins un Où titre. il y avait King Ghidorah qui est arrivé. Parce et- que le All Out Attack, c'est aussi le nom d'un Ouais, de dans les 2001, années donc après, 2000, ils ouais. ont repris régulièrement Ouais, le ouais. titre. Mais ça, alors ça, c'est super relou parce que t'as, par exemple, Godzilla versus Mothra. Ça, c'est un film qui date des années de, je sais plus, 64, je crois,
ou fin des années 60, et t'as Mothra versus Godzilla, c'est la même chose mais dans les années 90, et là t'en dis non, c'est Mothra contre Godzilla, c'est pas Godzilla contre Mothra, c'est pas pareil. C'est match à l'extérieur. C'est ça. Chacun dans sa ville, je t'accueille, voilà. Et il y en a d'autres des monstres comme ça. Donc on a une grosse mythe, on a un ptérodactyle, on a un gros lézard et une tortue. Il y en a d'autres, beaucoup, des comme ça. Il y en a plein. Il y en a beaucoup. Alors ouais, il y en a énormément. Des gros lézards, il y en a plein. Il y a des trucs à tête de requin. Parce qu'au bout d'un moment, tu sais plus très bien en fait. Le principe quand même, c'est qu'il faut que ce soit un gros costume en mousse dans lequel un acteur peut rentrer. Oui, donc il faut que ce soit adapté à peu près au bras. À part peut-être Mothra et d'ailleurs dans Mothra contre Godzilla, t'as l'autre dont j'ai plus le nom, qui est un papillon. Batra, ouais, c'est ça. Ouais. Qui est le Evil Mothra en fait. Qui est Evil Mothra, mais enfin voilà. C'est un swap color, non, c'est ça? Mais il y a aussi, il y a aussi des animaux, enfin il y a des araignées, il y a je sais plus comment elle s'appelle son nom, il y a des sauterelles, il y a King Kong qui débarque dans l'univers de la ouais voilà, une montre religieuse. Il y a un truc un monstre qui s'appelle King Caesar qui ressemble aussi à une espèce de chien mais qui est sur ses deux pattes arrière. Et puis après il y a les robots. Il y a Jet Jaguar et Mechagodzilla. Qui a des pecs. Comment? Mechagodzilla a des pecs. Moi, ça, à chaque fois, ça me perturbe. Il y a Mechaghidorah aussi. Oui, c'est vrai. Après, au bout d'un moment. Oui, c'est vrai. Il y a Mechaghidorah. Et après, il y a eu d'autres monstres dans les années 2000 encore qui ont été créés. Il y a eu des nouveaux monstres qui ont été créés qui ressemblent un peu aux aliens de. Comment il s'appelle le film avec Will Smith? Independence Day, mais en géant, quoi. D'accord. Bah, dans celui de Le Muto, dans celui de 2014. Oui, après, il y a eu les Mutos. Ouais. Pour moi, celui de 2014, on sent qu'il y a Cloverfield qui est passé entre les deux, donc ils ont essayé de faire un film très inspiré par Cloverfield. Ouais, il était pas mal, Cloverfield. Oui. Je t'en avais parlé un petit peu, Lucille, où je te disais justement que Cloverfield, la première fois que je l'ai vu, ça m'avait pas du tout marqué, ça m'avait un peu saoulé parce que les found footage, si c'est pas en bonne qualité, en fait tu vois rien en fait, c'est juste flou quoi. Non mais c'est insupportable et du coup en fait ce film là est devenu plus intéressant en le matant sur mon ordi comme si je regardais les vidéos de quelqu'un en fait et je trouvais ça vachement plus flippant. Ce que j'avais trouvé très très bien sur Cloverfield, c'est que justement c'était un traitement du film de monstre assez novateur parce que justement pour une fois quand on voyait le côté des humains, on n'avait pas la perspective de l'armée, du gouvernement et de gens qui savent parfaitement ce qui se passe et qu'on voit vraiment que du côté des civils qui tentent de. Après, étrangement, c'est des civils qui voient constamment le monstre histoire de montrer quand même quelque chose dans le film. Et puis après, il y avait un côté très créature Lovecraftienne de la part de Cloverfield qui donnait un côté un peu sympa, je trouve. Et puis moi, je tiens beaucoup Cloverfield dans mon cœur. J'ai beaucoup aimé tout ce qu'il y a eu la mythologie autour de Cloverfield au-delà du film, puisque il y avait beaucoup d'easter eggs à l'intérieur cachés sur comment il est arrivé. Alors il y a eu 2 suites qui ne sont pas vraiment des suites, mais en fait un peu quand même. C'est un peu plus compliqué. Ça a été, le deuxième film Cloverfield qui était 21 Cloverfield Lane, qui était il est vraiment très différent du premier. On n'est pas sur le même monstre du tout, sur le même type de film. Le troisième film qui est sorti directement sur Netflix à la surprise générale. Ça avait été une annonce Super Bowl, pub de Super Bowl. Et dès que le match est fini, regardez le film sur Netflix, qui avait beaucoup déçu. Qui lui a essayé de rattacher un peu les 2 premiers films, qui a été un peu un échec. Mais le premier, une grosse passion parce que ce monstre. Alors c'est vrai qu'il y a le côté found footage qui peut gêner, même si je trouve que par rapport à d'autres films found footage, ça donne moins envie de vomir. C'est un peu plus passé pour celui-là. Mais il y a cette idée de, on va pas voir la bête tout de suite, mais on va voir, elle fait énormément de dégâts. Enfin, l'une des premières choses qu'on voit, c'est la tête de la Statue de la Liberté qui arrive en pleine ville. Et au final, on la voit quand même bien. Elle a quand même une sacrée stature. Et encore, on nous fait comprendre que c'est un bébé. Mais les deux, j'ai pas vu le troisième pour le coup, mais le deuxième film était vachement cool aussi parce que je sais pas si vous l'avez tous vu, mais c'est un huis clos et du coup en gros c'est une nana qui se retrouve dans un abri nucléaire avec aide-moi Murray. John Goodman, exactement. Et du coup, techniquement, tout est installé pour être bien. Ça ressemble vraiment à une espèce d'appart dans un abri nucléaire. Sauf qu'évidemment, le mec, comme tout mec aux États-Unis qui a construit un abri nucléaire, il est pas très bien dans sa tête, tu vois. Donc du coup, t'es plutôt isolé de ce qui se passe autour. Et finalement, moi j'ai trouvé c'est un film qui est très intéressant quand tu le resitues dans l'univers de Cloverfield. Parce que tout le film se base sur le fait que il lui explique qu'il l'a sauvée d'un accident de voiture et qu'en fait il y a un danger à l'extérieur et qu'il faut absolument pas qu'elle sorte.
Et on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Est-ce qu'il y a vraiment un danger ou est-ce qu'il la retient juste, qu'il l'a juste kidnappé, quoi. Et c'est tout l'intérêt du film qui était une vraie réussite. Oui, du coup, j'embraye puisqu'on parle un peu de monstres américains non godzillesques. Il y a aussi ce très bon film avec, j'ai oublié le titre, mais il y a deux films américains que j'aime vraiment bien en kaiju. C'est Monsters, le premier film de Gareth Edwards, qui est vraiment vraiment chouette, où il y a un vrai traitement intéressant du monstre, beaucoup hors champ, en se focalisant sur les personnages, et c'est super réussi. Et le deuxième film, c'est celui avec Anne Hathaway. Colossal. Colossal, voilà. Tout à fait. Que je recommande vraiment, où j'en dis pas plus, mais elle se rend compte qu'elle contrôle un kaiju qui est en Corée en fait. Donc, c'est ça, mais il y a un effet de mimétisme. Ouais, voilà. Donc dans certains moments de sa vie, à un certain moment très précis, elle se rend compte qu'elle contrôle un kaiju malgré elle, et après il y a toute une histoire qui se déroule à partir de là, qui a pas mal de surprises et qui est un traitement vraiment réussi du genre, je trouve. Non, le film est très réussi, et c'est vrai qu'on peut pas trop en dire parce que sinon ça gâche un peu rapidement le plaisir. Mais dans les films récents, il y a des choses plutôt pas mal, et finalement je trouve que on a quand même régulièrement des petits arrivages de kaiju qui passent, mais ils arrivent à sortir un peu de Godzilla, King Kong. Il y a quand même des trucs comme Cloverfield, Colossal, etc. Et ils arrivent à te balancer pouf gros monstre et à t'en faire une histoire et qui soit pas nanardesque pour le coup, ouais. Parce que mine de rien il y a quand même pléthore de films, et finalement il y en a beaucoup qui sont assez originaux, on va dire ça comme ça. On peut le dire. Mais d'ailleurs globalement il y a une thématique qui est assez commune dans les films de kaiju, en tout cas dans ceux que j'ai vus, il y a toujours une thématique de la planète, et on se réveille parce que soit les humains ils font chier, soit il y a un problème imminent qui va arriver, et en fonction des films j'ai vu par exemple Godzilla, soit Godzilla il est pas un mec sympa, soit il est là genre c'est notre pote, il va sauver la planète. Du coup au final, même d'expérience, Godzilla est jamais directement très gentil avec les humains, parce que c'est pas son rôle, mais il s'en fout des humains. Il s'en fout en fait, c'est ça. Il est là pour défendre son territoire est plus ou moins grand selon les films, jusqu'à juste toute la planète contre des extraterrestres. Très souvent Godzilla, c'est effectivement une défense très territoriale, et le côté de je suis la force de la nature qui vient régler les problèmes parce que de toute manière ça doit être réglé, et c'est assez souvent même que Godzilla quand il arrive cause d'abord un raz-de-marée. Il y a un tsunami causé par l'arrivée de Godzilla, et le fait qu'il rase des villes au milieu parce qu'il règle autre chose, on s'en fout en fait. C'est juste lui, il est venu régler un truc, et les humains sont dans le chemin ou pas, et après parfois les humains trouvent le moyen d'attirer Godzilla quelque part pour que ça les aide, et la plupart du temps ça foire. Mais ouais, le kaiju est très tributaire d'un côté, c'est très écologique en fait comme thématique générale. Et mais du coup, est-ce que ça a un lien au niveau de la naissance, ou par exemple avec le Japon qui a quand même un gros passif avec le nucléaire? Oui, c'est clairement, j'y vois quand même deux choses. Effectivement, il y a de toute façon le premier Godzilla en 54, c'est une anomalie en fait. C'est marrant qu'il soit devenu une représentation de la nature, parce que c'est une anomalie née des essais nucléaires. Pour le coup, c'est à peu près le seul truc du mythe originel qui a été conservé en 98 dans le Godzilla américain, de sinistre mémoire, mais ça tout le monde le sait. Bref, donc oui, c'est une anomalie. Il est né des essais nucléaires américains d'ailleurs, je crois. Voilà, et c'est un problème qui va être résolu par les êtres humains. Et pour le coup, on parlait de Cloverfield où c'est du point de vue humain, et c'est marrant parce que le premier Godzilla est aussi vraiment du point de vue humain. Enfin, il y a pas ce côté politique et tout ça, c'est vraiment niveau du sol. Et d'ailleurs, il y a quelques scènes qui sont... c'est un film qui, je trouve, a très bien vieilli. Du fait qu'il y a une qualité d'image un peu plus basse, les effets spéciaux vieillissent mieux. Et c'est vraiment focus sur les êtres humains. Donc voilà, bref, il y a une vraie terreur qui s'installe. Donc oui, côté nature, côté réaction à la pollution. Et après, effectivement, bizarrement, il va devenir aussi un symbole de la nature. Alors, non, c'est plutôt Mothra en général, le symbole de la Terre, de la protection de la Terre, mais aussi Godzilla. Et oui, ce que je voulais dire en fait, c'est qu'il y a un côté, c'est un truc qu'on retrouve quand même souvent aussi au Japon, dans la pop culture japonaise, le côté la Terre, protection contre la pollution, même Spectreman, je sais pas si vous vous rappelez. Un autre, alors c'est pas du kaiju, c'est Qu'est-ce que c'est? C'est un genre de robot géant, non? C'est du Sentai en fait, ça revient plus ou moins au même en fait. C'est un mec avec un
un costume, un bioman qui se transmute en monstre géant, en créature géante pour tataner des monstres qui sont là pour foutre de la pollution sur la Terre. Donc oui, la question de la pollution revient souvent dans Godzilla, et il y a même un Godzilla exprès là-dessus, c'est Godzilla versus Hedorah, qui est un de mes préférés. Et Hedorah, tiens, on en a pas parlé dans les monstres originaux, c'est une espèce de gros tas de pétrole moche. Ah, d'accord. Très moche. Très moche. C'est un tas de morts Ouais, un tas de morts. Ok. Et du coup, mais noir. C'est un Pokémon. Oui. Mais du coup, ouais, en fait, je rattache beaucoup même à des films de Miyazaki, en fin de compte. Nausicaa, voilà, complètement. Finalement, quand tu vois Nausicaa, t'as un bout de Godzilla dedans, en fait, avec ce côté, les humains font chier, la nature se rebelle, et c'est une force de la nature qui va tout détruire parce que les humains foutent le bordel et c'est pénible. Ouais, donc du coup, il y a quand même cette thématique commune qu'on retrouve un peu partout, de décennie en décennie, parce que même là, dans les derniers films qui sont sortis, globalement, c'est souvent une critique, à part Colossal, mais du coup, ça, il faut regarder le film. C'est essentiellement une critique écologique. Et en termes de support, ça a l'air assez varié, les kaiju. Là, en termes de médias, de transmission, il y a des films, il y a des BD. Il y a de la musique. Alors, j'ai noté musique, mais du coup, peut-être que vous pouvez m'en parler un petit peu plus. C'est iconique de la pop culture, donc après il y a un peu toutes les facettes pop culture qui vont le reprendre en fait. Donc effectivement des BD, des mangas, des comics, il y en a plein. En comics, t'en avais un assez particulier. Kaiju Max. Alors je crois pas que ça a été traduit en français malheureusement. Pas encore, je crois pas. Mais de dessinateur et auteur qui s'appelle Thunder Cannon. Le type est un fondu de kaiju mais puissance 10 000 quoi. Enfin il connaît tout sous le bout des doigts. Pas que les kaiju de cinéma, aussi ceux de la télé. Donc les monstres qu'on voit dans Ultraman, Spectreman et tout ça. Quoi. Et il a fait une BD qui est vraiment à mi-chemin entre Oz, The Wire et Ultraman et Godzilla, quoi. Mais vraiment, en fait. C'est-à-dire que... Non, mais il faut le lire pour le croire. En fait, c'est une prison de haute sécurité pour kaiju. Donc, en fait, il y a tout le... Ça commence bien, déjà. C'est vraiment Oz avec des kaiju, quoi. Et il y a le même ton super dark, en fait. Il y a les mêmes histoires super malaisantes entre bestioles. Et chaque bestiole est une parodie d'un monstre existant. Et pour vous donner... Je vous donne juste 2 exemples. Le premier, il y a un monstre qui est un gorille baleine. Pourquoi ? Est-ce que quelqu'un sait ? Moi, je sais. Vas-y, dis. Parce que à la base, Godzilla a été imaginé comme un mix entre un gorille et une baleine. Oui, c'est ça. C'est que le nom, en fait, c'est un mot valise en japonais, c'est gorille baleine, quoi. Du coup, truc qui veut rien dire. Donc, il a mis ça pour dire le niveau de référence. Okay. Et il y en a un autre qui a une espèce de parodie des pratiquants de Nation of Islam aux États-Unis, donc qui est assez populaire en prison. Donc, c'est une branche de l'islam très pacifiste, mais avec une pratique assez rigoureuse. Et donc, t'as ça, mais avec les robots en fait. C'est les monstres qui se transforment en robots petit à petit parce que c'est leur croyance. Donc t'as des gangs en fait de robots. Enfin c'est complètement fou quoi. Donc il faut vraiment lire Kaiju Max. C'est en anglais, c'est un peu voilà, il faut passer par l'anglais. Il y a quand même une traduction anglaise. C'est américain. C'est américain, d'accord. Mais c'est un univers complètement fou et après tu peux passer des heures sur Wikipédia à retrouver les monstres. À quel monstre ça fait référence, c'est passionnant quoi. Et j'ai une question juste, est-ce que les monstres sont doués de paroles ? Dans Kaiju Max, oui. D'accord, ok. Donc il y a des dialogues. Oui, très bien. Oui. J'ai une deuxième question. Est-ce qu'il y a un monstre qui fait tomber une savonnette à un moment dans les alors, oui. Oh merde. Non, figure-toi que oui. Et justement, il y a la question du viol en prison est abordée. Oh la vache. Oh le kaiju. Exactement, oh le kaiju. D'accord, ouais. Donc, et ça a été édité quand C'est récent, la série est en cours, là. On en est au chapitre 20, quelque chose comme ça. D'accord, donc toi tu les lis en anglais. Ouais. Mais du coup, tu les achètes en anglais ou tu les lis sur internet ? Je les achète sur internet. D'accord, ok. En digital, quoi. Ouais, parce que du coup, des fois, il y a des gens qui prennent le temps, des fois, de traduire certains. Oui, c'est vrai. Certaines BD, certains comics ou mangas. Donc, peut-être que quelqu'un ce serait génial. Sur Terre, entendez-nous, traduisez ce Kaiju Max qui a l'air quand même assez maboule. Ah, c'est ouf, ouais. Et du coup, tu as d'autres de petites références dans ce type-là, mais... Alors, en comics, il y a plein de trucs bizarres et rigolos qui ont été faits, et aussi des trucs très sérieux et un peu chiants, en fait. Parce que ce qui fonctionne en cinéma fonctionne pas forcément aussi bien en comics. Il y a Charles Barkley contre Godzilla. oui, mais...
C'est dispensable. C'était une pub Nike dans les années 90 où tu avais un combat entre Charles Barkley et Godzilla. Ils en avaient fait une BD en fait pour supporter la pub. Enfin... Ils ont fait pareil avec pour Space Jam. Hein, mais... Ah oui, bah voilà. C'est pas toujours une bonne idée. Après, il y a quelques comics de Godzilla très bon. C'est vraiment pour les fans. C'est pas ouf. D'accord. Et des monstres plus connus comme je m'en remets toujours pas à cette mythe géante. Je suis désolée, mais il y a des gens qui se sont amusés à faire des BD là-dessus ou même sur d'autres types de monstres en particulier. Alors après, quand tu prends les comics plus connus, au final, la thématique du monstre géant, tu l'as aussi, mais c'est souvent des adversaires en fait. Mais dans les Marvel, le monstre géant, c'est l'objet principal d'attaque de l'homme taupe, qui est un des ennemis des 4 Fantastiques, qui régulièrement attaque New York avec des monstres géants qui sortent des sous-sols et que les 4 Fantastiques affrontent très régulièrement. D'accord. Donc la thématique du monstre géant, elle est reprise aussi dans les comics plus mainstream, etc., sans même forcément appeler ça... Enfin, ça s'appelle pas des kaiju, mais oui, voilà. C'est juste des monstres géants. C'est ça. Moi, la seule référence de l'homme taupe que j'ai, pour le coup, je connaissais pas, je savais pas que c'était dans les dans les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques, bah justement, c'est dans les Indestructibles. Dans le 2. C'est la fin du 1 et le début du 2, ouais. Du coup. Il y a aussi, alors je regarde un peu mon conducteur en même temps, et là je vois musique. La BO a été un personnage à part entière. Qui a noté ça et qui peut m'en parler, s'il vous plaît? C'est encore moi, je suis désolé. Je suis désolé. Mais oui, en fait, il y avait, je pense, au moins 3 ingrédients qui faisaient que les kaiju marchaient très fort, principalement au Japon, mais aussi énormément aux États-Unis, ce qui fait qu'il y a une énorme fanbase de Godzilla quand même aux États-Unis. C'est pour ça que maintenant on a ce revival, parce que c'est quand même hyper ancré dans la culture américaine, pas trop dans la culture européenne et française. Bref, pourquoi ça marchait? Parce que c'était nouveau, parce qu'il y avait des effets spéciaux de qualité à l'époque. La technique du mec dans un costume, bon voilà, c'est une technique, ça marchait bien. Qui écrabouille des maquettes. Voilà, ça, maintenant on le regarde avec tendresse. À l'époque, on dit trop bien. C'est révolutionnaire. Voilà. Et le troisième ingrédient, c'était la musique en fait, qui avait un impact fou, mais vraiment quand on regarde les kaiju des années 60, 70, 50, 60, 70, il y a une musique de malade. C'est la musique, 99% des musiques de kaiju, même dans d'autres films, a été composé par Akira Ifukube, qui était le John Williams japonais, qui est un mec qui a complètement marqué au fer rouge la musique de film au Japon. Il a été pendant des années directeur je crois de l'Institut de la musique de Tokyo. Enfin, il n'était pas rangé dans une case. Le type qui fait de la musique pour des monstres, et voilà, enfin, donc et la musique est très très forte. La musique du premier Godzilla, ça commence par un bruitage de bruit de pas qui s'approche, donc les bruits de pas de Godzilla, le cri de la bête qui a été fait, je sais plus, j'avais vu une vidéo où ils montraient comment ils avaient fait avec de la tôle et tout ça. Et après la musique qui part, donc ce thème classique de musique classique, et c'était un immense mélodiste, c'était un type qui faisait de la musique classique à la base, et sans cette musique ça aurait jamais marché aussi bien, quoi. Donc moi je sais que je suis un gros collectionneur de musique de films, déjà de manière générale, mais de films de kaiju plus particulièrement, parce que c'est toujours hyper recherché. Mais alors par contre, il y a un truc très rigolo, c'est si vous commencez à regarder d'autres films de kaiju de l'époque, en dehors de Godzilla, vous allez retrouver quasiment le même thème, mais modifié à 2 notes près, quoi. Et ça, c'est rigolo quand même. Donc c'est une espèce de plagiat à la base avec cet artiste-là. Bah il s'autoplagiait. Enfin, tu sentais qu'il était quand même. Ok, le mec était sûrement un génie de la musique, mais par contre, comme il y en avait 5 par an qui sortaient. Bon, au bout d'un moment, tu reprenais la même musique, tu la changeais un peu, et puis hop. D'accord. Et puis en plus, vu la thématique et la manière dont on construit le film, c'est-à-dire qu'on va te sous-entendre que la créature arrive, mais la créature va pas être vue tout de suite. Donc la musique est presque plus présente en fait. Parce que la thématique musicale revient à chaque fois qu'on est en train de te le présenter et s'augmente. Donc t'as vraiment... Enfin oui, c'est ça, la musique est là pour presque plus t'annoncer que le monstre est là que ce que tu vois à l'image. Bah, souvent, en plus, ce que je trouve assez chouette dans les films de monstres, c'est notamment le fait de ne pas l'avoir tout de suite. Et parce que sinon, ça gâche le plaisir. C'est comme dans une relation amoureuse, hein, si tu te jettes tout de suite en disant je t'aime, ça va pas. J'ai peur que tu dis si tu la vois tout de suite, ça gâche le... Aussi. Et en fait, c'était un monstre. Ah, bon, passons. Mais non, ce qui est vraiment plaisant, et du coup, c'est vrai que quand on a regardé Gamera, y a le plaisir de découvrir la créature n'est plus là. Bon, en plus, on a choisi Gamera dans l'espace. Bref.
bref. Mais du coup, Godzilla de 2014, on retrouve ça et avec il y avait un magnifique teaser qui reprend une scène du film où ils sont en train de sauter en parachute là, et il y a toute cette espèce de brume, tu sais pas trop ce qui se passe. T'as ces mecs qui descendent avec les espèces de flares rouges là. Ouais, les flares rouges, ouais, et tu les suis et t'as des espèces de cœurs qui ressemblent un peu à 2001 l'Odyssée de l'espace. Moi j'en ai. C'est la même. C'est la même morceau. piste. C'est le Ligeti composé ça. pour 2001 l'Odyssée de l'espace. Mais ouais, et franchement ça s'applique hyper bien. Et moi, ça m'a limite plus donné de frissons qu'en regardant 2001 l'Odyssée de l'espace, mais parce que l'image qui est par-dessus est pas du tout la même. Et là, quand t'es vraiment dans la découverte de quelque chose de monumental, en fait, qui va... c'est assez impressionnant. Je trouve qu'il était plus impressionnant dans la bande-annonce que dans le film. Exactement, je suis complètement d'accord. C'est parce qu'elle arrive trop tard. Ouais. Et au final... Pour moi, c'est le gros souci à mon goût de Godzilla 2014, c'est qu'on nous sous-entend trop souvent les monstres et qu'au final, on les a pratiquement pas. C'est vrai que moi, mon souci principal, c'est Juliette Binoche, mais chacun son truc. Oh, ça va. Parce que, sans spoiler, ça au va. final, le truc dont on n'a pas encore parlé, qui pour moi est hyper caractéristique du film de Kaiju, c'est du catch en costume. Quand même. C'est vrai, non mais c'est vrai, quand on y pense. C'est énormément, enfin, dès qu'on a un film de Kaiju où il y a plusieurs Kaiju, c'est du catch. Et ils se démerdent même régulièrement pour te mettre un personnage de journaliste qui commente le match de catch, et il est commentateur de match de catch. Il fait rien d'autre que, enfin, il y a plein dans certains vieux, enfin, dans des plus anciens, t'as vraiment le journaliste dans son hélicoptère qui commente le match de catch. Avec exactement les termes de catch, etc. Enfin, pratiquement. Et au final, dans celui de 2014, on manque, je trouve, de ça. Il y a même la première scène de combat, on te montre le début et puis après, on te met un journal télévisé pour te dire et ça a rasé Hawaï. Tu fais, mais on l'a pas vu le combat, c'est nul. Oui, on le voit rapidement à la télé en fond. Et c'est dommage. C'est un parti pris, en tout cas. C'est un parti pris, moi, que j'ai trouvé assez efficace, mais je comprends effectivement. C'est ce côté Cloverfield qui est assez déroutant, effectivement. C'est vrai que je l'ai plus apprécié, je pense, quand je l'ai revu au revisionnage le 2014. Ouais, bon, c'est pareil. Ouais. On a quand même une bonne dose de muto avant de voir Godzilla, mais c'est ce qui fait aussi. Godzilla aussi. Non, on le voit peu, mais c'est ce qui fait que la scène finale est ultra cool, quoi. Et que moi, je l'avais vu en avant-première au Grand Rex et la toute fin, tout le monde était ouf, quoi. Donc du coup, les effets étaient ménagés en même temps. Enfin voilà, c'était assez efficace dans ce sens-là, mais je sais que oui, il a été assez déceptif de ce point de vue-là pour beaucoup de monde et je comprends tout à fait, quoi. Non, mais après c'est vrai qu'on en reparlera dans la deuxième partie puisque du coup il y a des petites nouveautés qui ont popé sur les internets. Mais c'est un film qui partage, mais qui clairement, franchement, il pèse dans le game. Je pense qu'il s'en sort plutôt bien. Et en tout cas, pour en revenir à la musique et à la bande-annonce, c'est une des bandes-annonces les plus maboules et qui m'ont vraiment le plus donné de frissons parce que j'adore les bandes-annonces, mais ça fait très longtemps en fait que j'ai commencé à les abandonner parce que souvent elles me racontent beaucoup trop de choses et du coup j'aime pas qu'on me raconte trop l'histoire parce que sinon le problème c'est que finalement t'as l'impression de regarder juste le résumé du film en 3 minutes, quoi. Et là du coup on te présente le truc avec notre interprétation de Godzilla, c'est ça. Clairement, demain tu veux me vendre un film de Godzilla, tu mets une bande-annonce où il y a une tension qui monte et à la fin l'écran devient noir et t'entends le cri de Godzilla et t'as qu'une seule envie, c'est d'aller voir le film, quoi. Pour moi c'est ça qui donne plus presque le monstre, c'est l'idée que tu vas le découvrir et d'arriver à la séance de ciné et de le voir enfin. Non, c'est clair. Je vais profiter pour cette petite aparté où on est en train de virer lentement mais sûrement vers le film de 2014, très franchement. J'en profite pour faire une petite pause musicale. N'hésitez pas à réagir à l'épisode. Vous pouvez bien évidemment laisser vos commentaires sur le site de radiokawa.com sous l'épisode ou nous écrire sur Twitter à @allocentral avec un En attendant, je vous laisse avec mon petit délire de ces dernières semaines avec Go Godzilla Go. À tout de suite. Go, Godzilla!
Bonjour à tous, je suis Amo et je présente Kaorin, le podcast musical de la culture visuelle japonaise. Animation japonaise, jeux vidéo, doujin music, on vous fait écouter la musique et on vous présente les œuvres, les artistes et les compositeurs. Tous les genres, toutes les époques, tous les styles, avec pour seul objectif celui de vous aider à explorer la grande variété des œuvres japonaises. Kaorin, c'est un mardi sur 2 et c'est sur Radio Kawa. Vous aimez les émissions produites par Radio Kawa et vous aimeriez pouvoir nous donner un petit coup de pouce ? Rendez-vous sur patreon.com/radiokawa et devenez mécène de nos émissions en public, de notre nouveau matériel et de bien d'autres projets visant à améliorer le Radio Kawa que vous connaissez et que vous aimez. Radio Kawa ne touche aucun revenu publicitaire, alors à vous de jouer sur patreon.com/radiokawa. De retour dans ce 98e épisode d'Halo Central dédié aux grosses bébés, nous repartons dans de nouvelles aventures avec l'arrivée d'un tout nouveau film Godzilla 2, The King of Monsters, qui n'a pas manqué de faire des heureux autour de ma table basse. Et d'ailleurs, nous avons regardé la bande-annonce juste avant de commencer cette partie. Mais déjà, on va commencer par resituer au niveau de l'histoire un peu le scénario de qu'est-ce que nous a avancé le film de 2014, puisqu'on en a un petit peu parlé dans la première partie. Mais globalement, qu'est-ce qui s'y passe et quels sont les tenants et les aboutissants de ce Godzilla? Quelles sont ses revendications politiques? Alors, le film commence avec des images d'archives où on nous fait comprendre que les essais nucléaires dans les années 50 et plus étaient des tentatives pour tuer Godzilla, puisqu'on voit des bombes atomiques avec des gros symboles Godzilla barrés. Donc tentatives qui ont échoué ou réussi, on ne sait pas au début du film. On se doute que non, puisque sinon le film s'appellerait pas Godzilla. Et donc on suit le personnage de... Alors je n'ai plus son nom, j'ai le nom de l'acteur, c'est Bryan Cranston de Breaking Bad, qui bosse dans une centrale nucléaire avec sa femme Juliette Binoche. Et pas de bol, il se passe un incident qui détruit plus ou moins la centrale nucléaire, qui tue sa femme. Et qui détruit Juliette Binoche. Et qui détruit un peu sa vie aussi au passage, hein, à ce pauvre Bryan Cranston. Et on arrive 15 ans plus tard et on se rend compte que lui est devenu un peu théorie du complot. Alors toute la zone autour de la centrale est interdite au public, on sait pas pourquoi, on nous parle de radiation, mais lui il pense que non. Et il va emmener son fils qui est devenu adulte, qui bosse dans l'armée, qui s'occupe de, je crois, qui est démineur de bombes, enfin en tout cas qui est une spécialiste dans les bombes, et il va l'emmener dans cette zone là pour essayer de comprendre un peu plus. Et on va se rendre compte que dans la centrale il y a ce qu'on appelle un muto, donc cette espèce de monstre géant qui est là depuis 15 ans maintenant et qui a l'air qui est dans une sorte de cocon et qui écoute de la techno d'ailleurs à l'intérieur, parce que ça fait des boum. Voilà. Écoute de la minimale, ouais. Et pas de bol pour eux, parce qu'au moment où ils vont arriver dans cette centrale, il va sortir de son cocon et il va un peu tout détruire. Bah oui. Il les vénère. Bah ouais. Non, et puis en plus, quand on a rematé le film, on se disait, mais attends, là, les mecs, ça fait 15 ans qu'ils ont un truc aussi gros dans leur arène, et et à aucun moment ils se disent, on a entendu un cœur, tu vois, donc on va peut-être s'en débarrasser, c'est plus gros que nous. Non. Alors, dans le souvenir, ils le justifient, ça d'ailleurs. Ils ont dit qu'ils avaient. En fait, ils osaient pas le détruire parce que ils avaient peur de tout faire péter. En fait, non, parce que il s'est constamment nourri des émanations radioactives de la centrale sur laquelle il était installé depuis. Ils avaient peur que ce soit une grosse bombe. Et que si jamais il le butait, il craignait que ça fasse une explosion nucléaire et que les radiations se répandent d'un coup. Ouais. Une genre de solution à l'enterrement des déchets radioactifs, mais avec des pattes. C'est ça. Et du coup, donc ce premier film, ça va être comment les humains vont se dépatouiller avec cette espèce de muto qui a entendu une femelle qui fait hey! Et c'est le moment de s'accoupler là. Mademoiselle. J'ai du nucléaire pour toi, c'est pas. Non mais c'est ça. Du coup, il y a le mâle qui entend la femelle, donc ils veulent se réunir et pendant ce temps-là, Godzilla arrive, il a su, il sait. Il sait, voilà, il a regardé les infos. Il sait. Donc, il a la télé. Allumé sa petite télévision. Godzilla TV. C'est le prédateur alpha, je crois, hein. C'est comme ça qu'il le présente dans le film. Ouais, c'est ça, ouais. Mais le prédateur alpha, cool quand même. Enfin, le prédateur alpha qui protège les humains. C'est le prédateur avec une casquette à l'envers. Ouais, mais cool. Cool Raoul quand même.
Non mais cool, gentil avec les humains. Enfin, pour moi, c'est quand même très clairement l'ami des humains. Oui. Il y a un petit doute tout au long du film, mais. Ouais, il passe quand même sous le bateau pour éviter de les Ouais. renverser, par exemple. Ouais, exactement. Il fait attention à pas tout péter. Même un le peu. pont, il essaye de pas Bon, le il casser. déclenche un petit tsunami à Hawaï, mais écoutez, désolé. Oui, mais bon, Quand quelle on idée fait du 100 mètres de Furini haut, aussi. D'ailleurs, Il en fait son peu. j'avais fait une blague pendant le film. D'ailleurs, il a fait déborder le bain. Il faut lui pardonner parce qu'il est gros. Voilà. c'est ça, mais c'est ça. Hein. Non mais c'est exactement le truc parce que à côté de ça, genre par exemple, il est à côté du pont, t'as les gamins là dans le bus qui sont genre ah mon dieu, hein, une grosse bestiole et puis tu vois qu'il attrape les câbles, tu vois, mais il est pas là pour le casser en fait, il se retient à moitié, tu sais pas trop ce qu'il fait, enfin. Il a ce petit côté, le père de famille qui va dans la chambre des enfants, qui a pas envie de marcher sur les jouets, ah mais en même temps Non, il il y a des est un peu Lego, trop non. grand, tu sais, il peut pas tout ne pas tout toucher quoi. À un moment il va faire une connerie quoi. Mais lui, il a pas mal au pied quand il marche sur un Lego. Oui. Il a cette chance. Ça dépend de la taille du Lego. Hein. Oui, c'est ça. T'imagines C'est un comme ça Lego de qu'on la pourrait taille d'un battre. container? On pourrait battre Godzilla Oui. en mettant des gros Lego et les autres mutos. D'ailleurs, qu'est-ce qui est le plus fort, un Lego, Godzilla? On ne sait pas. Mais en tout cas, ouais, dans ce film, donc on a Godzilla qui est plutôt pacifiste ou pacifique plutôt avec les humains. Puisqu'il les évite un peu. Il y a un peu la thématique de l'armée américaine sait pas trop, il voudrait aussi s'occuper de Godzilla, mais le scientifique japonais qui est un peu aussi le héros, lui il dit non laissez faire, c'est Godzilla, il faut avoir confiance en Godzilla. Bah, c'est le seul qui a compris en fait dans l'histoire. Tous les autres sont aux fraises. Mais on a l'impression qu'il a compris parce qu'il connaît la licence Godzilla, c'est ça qui est un peu étrange. Mais clairement, ça me donne vraiment cette impression. Alors non, justement, on en vient à Skull Island. Qui continue d'installer le Monsterverse. Le Keijuverse. Et où on nous explique qu'il y a une organisation secrète, Monarch, je crois, c'est ça. Monarch, ouais. Qui a débuté tôt. Qui a débuté il y a longtemps et qui étudie les monstres depuis un bon bout de temps, puisque Skull Island se passe dans les années 70. Oui. Et c'est fin guerre du Vietnam. Voilà. Et je me souviens plus à quel moment. Enfin, à la fin de Skull Island, là c'est très clairement expliqué qu'ils sont là depuis longtemps et qu'ils surveillent, mais même au début je crois que c'est eux qui missionnent Loki et John Goodman. Et John Goodman encore et Samuel Jackson. Oui. Donc ils ont Loki et Nick Fury pour aller et Captain Marvel. Et Captain Marvel ouais, avant d'aller chercher Quicksilver et Scarlet Witch. En fait il manque que Jude Law dans le film. Donc ouais, et puis bon il y a à la fin de Skull Island il y a donc cette espèce de reveal où on nous explique que l'organisation est là, elle veille, etc. Et puis il y a la scène post-générique de Skull Island. Je l'ai pas vu. Alors, non seulement il faut la voir parce que bon, ça fait pas de mal, mais surtout il y avait un truc génial et qui a été supprimé d'internet, c'était des gamins de genre 12 ans qui commentaient leur visionnage de la scène post-générique au cinéma. C'était trop mignon quoi, ils étaient au taquet. Et dans la scène post-générique, on tease les monstres de King of Monsters. Et ils étaient comme des oufs. Et c'est Ghidorah, that's Mothra. Les gamins, ils étaient à fond. Et c'était trop mignon, trop drôle. C'était une vidéo de toi, en fait. C'était moi. Ouais. Forcément, j'étais en pleine synchro avec eux parce que c'était pareil, quoi. Donc voilà. Donc oui, ces deux films-là ont installé ce Monsterverse qui va donc prendre son envol, si j'ose dire. Avec cette suite. C'est bien trouvé parce que là dans la bande-annonce du coup on nous annonce que Millie Bobby Brown du coup elle galère à appeler des gens à la radio apparemment. Super. Elle veut faire un podcast mais il y a personne. C'est ça. Et donc en gros grosso modo des images qu'on a vues, on a c'est la merde pour les humains. Oui. Grosso modo. Clairement. C'est la merde. Après Godzilla, finalement, parce que le film se termine, il arrive à battre les mutos. Il fait dodo et après il se réveille, mais tout le monde l'applaudit. Ouais, c'est ça. J'adore Oui, cette parce scène. qu'il a bien dormi. Ouais, il était en camouflage avec les débris et puis il se réveille et ensuite il va dans l'eau. Ouais, et après, il va et t'as la télé qui indique genre Godzilla a sauvé la ville. Non, la ville. La le ville. monde. Le monde. Oui, c'est ça. Moi La j'adore. ville. À la fin de Godzilla, je suis trop fan. Oui, je dirais oui, c'est ça. J'adore trop. Mais du Mais coup, vraiment. Du coup, c'est ça. On a la ville / la terre est sauvée. Du coup, il repart faire dodo. Et donc le film, donc ça a l'air d'être la merde pour les humains.
on a plein du coup. Alors moi, je comprends vachement mieux la bande-annonce après discussion avec vous, du coup, puisque en fait, on nous avance la moitié des monstres qu'on a cités dans la première partie de l'émission. Oui. Bah non, mais c'est vrai. Le monstre à 7 têtes qu'on a que 3. Elle a bien suivi, hein. Voilà, Mothra, la mythe poilue, et qui a l'air très douce. Et il y a aussi donc un ptérodactyle tout ressorti de Jurassic Park. Rodan. Voilà, Non, beaucoup plus gros. Ouais, plus gros. Hein. Rodan, plus gros et qui a l'air plus méchant. Et qui sort d'un volcan. Si c'est pas classe. Bah non, faut soigner son entrée quand même. Et je me demande si on n'en voit pas d'autres sous-entendus par des bouts. L'effet de montage te donne l'impression que c'est Ghidorah et pour moi c'est pas Ghidorah. Il y a en fait il y aura un 5e monstre inédit qui n'existe pas encore. Qui n'existe pas encore dans l'univers stylé. Dans l'univers Godzilla de la même manière que les mutos n'existaient pas précédemment. D'accord. En fait, moi personnellement, j'aime bien cette franchise parce qu'elle est vraiment hyper respectueuse de l'univers de Godzilla de la Toho, quoi. Et Skull Island est un film qui a beaucoup de défauts, ça personne ne peut le nier, mais moi c'est un film que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment, je trouve qu'il est vraiment représentatif du virage qu'a pris la franchise Godzilla dans les années 60. En fait, c'est-à-dire que le premier Godzilla était hyper sérieux, hyper vénère et ça rigolait pas. Il y a des scènes qui sont vraiment terrifiantes. À un moment, il y a par exemple une famille qui est cernée par les débris, tout ça, c'est hyper poignant. Donc pareil, le premier Godzilla 2014 était relativement sérieux, même si à la fin ça finissait quand même en combat de monstres, on était content. Skull Island, c'est clairement le virage Godzilla versus King Kong dans les années 60 où ça a commencé à partir en sucette. Et il y a d'ailleurs plein de liens et de clins d'œil dans le film à la franchise originale. Il y a un combat avec un poulpe et ça c'était présent dans Godzilla vs King Kong. Il y a King Kong qui se bagarre avec un poulpe. Il y a des noms de personnages, je crois, qui renvoient à des personnages. Voilà. Il y a ce côté réunion en fait dans Skull Island. C'est la bromance brisée de John C. Reilly qui a perdu son copain japonais. Et en fait, c'était le monstre américain et le monstre japonais, quoi, à l'origine. Donc, il y a tout un tas de petits clins d'œil comme ça qui sont assez finement amenés et qui montrent qu'on est dans une continuité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le film de 2014, Godzilla 2014, était il a existé grâce aux efforts du réalisateur du film Godzilla vs Hedorah dont on a parlé précédemment, qui est un peu le film maudit de la franchise Godzilla. Okay. Parce que le film était très pop, avec beaucoup de surf music, avec ce monstre Hedorah qui ressemble à un tas de morves noirs, il faut le dire. Et la légende veut que ce film a été fait dans le dos du célèbre producteur Tomoyuki Tanaka, qui était le créateur de Godzilla, pendant qu'il était à l'hôpital, et que ça ressemblait pas du tout à ce qu'il voulait, et que donc il a été furieux de ce film, que le réalisateur a été viré et banni à jamais du cinéma au Japon. Et c'est ce gars-là qui était à l'origine de Godzilla 2014, en fait. D'accord. C'est un projet qui portait depuis des années, qui a été repris par les producteurs de Legendary et qui a fini par arriver. Et donc il y a un vrai ADN japonais dans le Monsterverse de Legendary, ce qui n'était pas du tout le cas du Godzilla 98 de notre ami Roland. Du coup, le mec se fait virer au Japon et il va aux États-Unis, il va faire son film. Ouais, mais 40 ans plus tard. Ouais, c'est ça, il y a quelques années. Ouais. Oui, il a été puni longtemps quand même. En fait, il avait un projet de Godzilla 3D pour une expo universelle, je sais pas quoi. Enfin, c'est passé par là en fait. D'accord. Il y a eu cette étape de projet 3D. J'en sais pas plus. Et là, du coup, en tout cas dans la bande-annonce de ce qu'elles ont... Mais c'est le même réal, du coup, pour la suite ? Non, ils ont changé de réal. Je crois que c'est Michael Dougherty qui s'occupe de celui-là, qui a fait un film qui s'appelle Krampus, que j'ai pas vu, mais qui a assez bonne presse. Oh oui ! Voilà. Pardon, ça a fait écho à mon cœur. Ouais, il paraît que c'est un film chouette. Ouais, alors chouette, je sais pas si c'est le mot, mais réussi en tout cas. En Krampus, en gros, c'est Noël, et en fait, le Père Noël n'est pas sympa parce qu'en fait, c'est un putain de démon, quoi. Oui. Et le chara-design de ce personnage est génial. Enfin, moi, j'aime trop ce film. C'est vraiment très chouette. Ouais. Bah, du coup, j'irai voir le 2. Pour ça. Non, mais c'est intéressant. Et du coup, je pensais pas qu'il y avait autant, tu vois, d'ADN de l'univers Kaiju, tu vois, dans ce deuxième. Et, en tout cas, même si ça a changé de réal, en tout cas, ils ont vraiment eu
la volonté en fait de rendre hommage en fait. Bah, il y a en tout cas, ils installent une franchise cohérente. Alors pareil, tu parlais d'Easter eggs dans Cloverfield. Ils font un peu pareil là avec. Ils ont balancé plein de, je crois, des petites vidéos sur Internet, une timeline et tout ça, la timeline Monarch. Ça veut pas. La timeline Monarch où tu vois en telle année ils ont découvert Kong, en telle année ils ont fait ci, en telle année ils ont fait ça. Voilà. Ils y vont un peu avec la truelle de l'univers partagé. Oui, parce que d'ailleurs, en parlant d'univers partagé, ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que là, il va y avoir le film là. Le seul autre film de mémoire qui a été annoncé, c'est le film qui réunira Godzilla et Kong. Ouais. Sachant que Kong se passant dans les années 70, donc il va falloir quand même qu'il prenne une bonne poussée de croissance, parce que niveau taille, ça va être compliqué. Ouais. ça serait peut-être plus compliqué pour lui, mais bon, il est jeune, il a le temps en 40 ans. De prendre de la masse. De prendre de la masse, je pense. Surtout qu'en plus, effectivement, le Godzilla de 2014, il est quand même bien sous stéroïde parce qu'il fait 300 mètres, je crois. Ouais, et c'est pas le plus grand de tous les Non, il fait pas 300 mètres, il fait 200 mètres, je crois, dans celui de 2014. Ce qui est déjà pas mal. Je sais plus, mais il est très très grand. Il est grand. 300 mètres, non, c'est ça, c'est 300 mètres celui de 2014. Alors que le Godzilla de 54, il fait 72 mètres. Ouais, il est Donc on a eu une certaine. Et le plus grand des Godzilla, c'est celui de la série de dessins animés sur Netflix où il fait 1,3 km, je crois. Ouais. Là, bon, bref. Ouais, et encore, comme on en discutait dans la préparation de l'émission, je suis tombée du coup dans les vidéos que tu avais partagées sur une vidéo YouTube qui s'est enchaînée et qui faisait du coup tout l'historique de tout film confondu, pour le coup, que ce soit Godzilla ou pas Godzilla, de vraiment de la taille des monstres. Et le plus grand, du coup, c'était Cloverfield Paradox. Paradox dans le 3e, et il fait 5 km. Ouais. Mais alors, c'est pas, je veux pas spoiler, mais c'est très particulier. D'accord. Bon, bah, je regarderai du coup quand même non, par parce que curiosité. Ça spoil, pour le coup, ça spoil vraiment la toute fin du film, donc je peux pas en dire trop. D'accord. Mais ouais, non, du coup, si vous êtes intéressé, ne serait-ce que pour, par exemple, vous savez pas quel film regarder, bah, regardez la taille, regardez les films par taille de monstre. Ça peut être une clé de rentrée. Il y a un moment, ils l'avaient un peu rapetissé Godzilla, ils se sont dit, bon, là, quand même, c'est un peu trop. Puis après, l'inflation a repris. C'est ça, la hype et l'inflation. Je pense que c'est aussi une question de taille du studio où tu peux faire les maquettes de la ville, en fait. Ouais, possible, hein. C'est ça. Et puis maintenant, ils se posent plus trop de questions parce que la plupart, c'est vraiment plus que de l'image de synthèse. Mais... Et puis ça dépend de la taille des immeubles de la ville. C'est-à-dire que Godzilla à Paris, faut le rapetisser parce que là, il y a pas des gratte-ciel à part la défense, il va s'emmerder un peu, quoi. C'est clair. Non, mais en tout cas, on va le voir tout de suite. Contrairement à d'autres films, ça va être difficile de le cacher au début, quoi. Mais en tout cas, ouais, dans la bande-annonce, là, il y a tout plein de monstres qu'on a cités précédemment, et on a quand même vu qu'il va y avoir des clans. Mais du coup, parce qu'il y a des versus qui ont l'air de se faire, mais il y a des clans qui se font entre les monstres. Sans faire de spéculation. De spéculation, merci. Sans faire de spéculation, on voit, la bande-annonce montre de manière énorme un affrontement Godzilla-Ghidorah. Et après, le reste, on peut effectivement imaginer par rapport aux couleurs de la bande-annonce et tout. Mais après, vu que maintenant la grande mode est analyser à fond les bandes-annonces, je sais pas à quel point ils essaient de manipuler pour donner l'impression et faire autre chose après au scénario. Ouais, mais tu vois, la grosse mythe, c'est pas une méchante. Hein. Elle a pas l'air méchante. Moi, je crois en la bonté de Mothra. C'est-à-dire que si elle meurt au début du film, Lucie, elle va quitter la salle, elle va pas s'en remettre. Donc... je vais claquer la porte. Elle peut pas mourir. Mais Mothra, jamais. Elle se régénère, normalement. Même quand ils détruisent Mothra. Enfin, t'as des films où Godzilla détruit Mothra et Mothra devient de la poudre dorée et transforme Ghidorah en King Ghidorah doré. Wow. Et avec des ailes. Wow. Pokémon évolution, tout ça là. Ça c'est dans le All Out Attack Monsters de 2001. Ce qui est aussi, il y a aussi Batra, la cousine maléfique de Mothra qui fait un peu pareil, qui se rend compte que finalement, en fait il y a un twist, on se rend compte que finalement elle était gentille aussi, elle va se régénérer, elle va se transformer en poussière aussi pour Mothra. Ah oui, d'accord. Oui, mais c'est vrai que Mothra meurt tout le temps en fait. Mothra meurt tout le temps et renaît tout le temps. Mothra est là pour mourir et pour aider les autres d'une manière ou d'une autre. Je crois que c'est le seul monstre qui... Parce qu'en fait, dans Godzilla, dans la franchise Godzilla, de manière générale, les monstres meurent pas, quoi. Enfin, à partir des années 2000, ils ont peut-être commencé un peu à mourir, mais originellement, c'est surtout ça, c'est mourir de manière tragique, parce que il y a mourir avec... suspense, c'est au loin. Mais on en revient aux histoires de catch. Hein. C'est vrai que c'était vraiment les codes du catch et je pense que c'est ça qui
qui fait triper en fait quand tu regardes ces films-là, c'est tu fais un petit effort d'imagination, tu y crois vraiment et tu dis il y a que là où tu vois ça quoi. Bah, alors t'as des films carrément où c'est des scènes de catch, c'est exactement Ah des oui, scènes de oui, catch oui, quoi. oui. Dans certains où effectivement tu commences à avoir 5-6 monstres dans le même film qui se relaient pour attaquer Godzilla et Godzilla qui les enchaîne ou qu'en prend un pour taper les autres. Ouais. Vraiment. C'est juste exactement du catch, tu reconnais les prises de catch, enfin voilà, il y en a. Après il y en a où Godzilla joue au gardien de foot pour arrêter un glyptodon qui roule, mais Alors on est moins sur du catch, mais c'est vrai que c'est un des trucs que j'avais beaucoup aimé dans Kong Skull Island, c'est ce combat final où ouais on les voit, ils se mettent des sacrés beignes. Il utilise pas une chaise dans le public, mais il utilise l'hélice d'un navire avec la chaîne. Ah oui. C'est ouais, il se met des sacrés mandats quand même. Mais globalement, les combats sont plutôt cool dans ce film. Ah, j'aime beaucoup. moi, Mais j'aime beaucoup Kong. Hein. Je suis Team Kong perso. Mais, Tu es Team Kong. Ouais. Team Kong. Team Noir. Si on le dit vite, Oui, bref. Voilà, on aura compris la blague. Non, ce film est plutôt réussi. Même au niveau de la photo, il est sympa. Mais comme le film de Godzilla 2014, la photo est chouette. Et je trouvais qu'on voyait plus le monstre dans King Kong, par contre, que dans Godzilla. Et c'était plutôt cool. Parce que l'univers de l'île avec ces espèces de ces belles images de coucher de soleil, enfin moi j'ai bien aimé. J'ai moyennement apprécié par contre le car design des espèces de lézards là, je sais pas. Croco géant. Ouais, enfin, lézard. mais qui ont que 2 pattes là, alors du coup ça ressemble à une espèce de tétard avec des pattes, enfin c'est... C'était un peu chelou, ouais. Ouais, j'étais plus convaincu des autres créatures, genre Ouais. le mammouth caillou là... Ah oui. Ah qui ouais, sort le du marais. zébu dans l'eau là. Mais ouais, Il y a c'était une cool, araignée ouais. aussi dans les bambous là, c'est ça. Elle est trop bien. Ouais, que je veux pas mais croiser. ce film a plein de bonnes idées. En fait, Ouais. j'étais assez triste qu'il se fasse bâcher comme ça à sa sortie parce que je trouve qu'il a il déborde d'idées. Il manque de cohérence. Je pense que c'est son gros problème. Mais il a plein d'idées quoi. Il a et visuellement, quand ils arrivent sur l'île avec les hélicoptères et tout, c'est hyper réussi quoi, je trouve. Non, c'est hyper bien. Et en effet, là je repense à cette scène avec l'araignée bambou là. Ouais. Putain, elle est hyper angoissante parce que... Et puis par contre c'est assez gore. C'est assez gore. À côté, Godzilla est pas gore. Non. Je trouve, parce que finalement c'est de la destruction de masse, alors du coup t'es moins dans l'individu. oui. C'est ça, King Kong est plus agile aussi. Enfin, c'est un singe, hein. Il va pouvoir utiliser des armes, tout ça. Et ce que Godzilla, il va mettre un gros coup, il va se retourner, il va te foutre un gros coup de queue, il va t'écraser contre un immeuble. Puis après il va allumer les LED de sa crête et puis Ouais, il va cracher et puis il reste plus grand chose après et c'est parfait. Je l'aime beaucoup voilà. Mais du coup ils ont pas du tout la même façon de se battre. C'est pas, enfin visuellement c'est pas la même chose. Le film de Godzilla de 2014 extrêmement sombre. Enfin, alors que là, il y a une partie qui se passe de nuit, mais il y a quand même une grande partie du film qui est de jour. Puis il est au milieu de la forêt. Alors quand il y a de la forêt, sinon tu le vois à 3 km le singe quoi. Il y a pas de souci. Ouais non c'est sûr. Mais c'est un film à pas sous-estimer parce qu'il est quand même sympathique et franchement, enfin dernièrement dans les gros blockbusters, on a quand même des films bien pires que ça. Donc faut pas bâcher ces films-là, ils sont plutôt cool. Et en termes de parce que là on avait lâché quelques bribes sur le catch, ce genre de choses. Moi j'aimerais bien avoir vos recommandations sur les films un peu concon, un peu absurdes, parce que cet après-midi quand je suis allée sur le wiki en regardant alors qu'est-ce qui existe actuellement surtout sur les kaiju en général, j'ai vu qu'il y avait des titres qui m'ont évoqué des choses un peu étranges, genre le fils de Godzilla. Est-ce qu'on peut en parler, s'il vous plaît? Je crois qu'on est obligé en fait d'en parler, c'est ça. Il y en a 2 en plus. Il a 2 fils ou c'est le même? C'est pas expliqué. C'est pas expliqué. Mais juste pour dire, c'est un personnage important dans la mythologie de Godzilla, le fils de Godzilla. Il a même un nom, il s'appelle Minya. Mais t'allais en parler, vas-y. Oui, non, mais effectivement, il y a eu celui où il y a le fils de Godzilla et où Godzilla est en train d'être un bon père et d'apprendre à Minya à faire plein de choses. Et après, t'as celui où moi c'est un souvenir un peu vague, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais où effectivement Minya fait la taille d'un enfant, donc Minya fait 1m20. Et donc en fait, c'est le même costume, sauf qu'au lieu de le mettre dans une maquette de ville où il a l'air très grand, il est à côté d'un enfant parce qu'il fait cette taille-là et où il parle avec un enfant et où il aide un enfant et c'est Denver en fait. Enfin, c'est vraiment ça. Ah, il parle. Je crois ils se comprennent où ils parlent, ouais, c'est ça. Mais il y a un côté très Denver ou très Casimir le gentil dinosaure quoi.
Ah, c'est vrai que c'est Casimir, il a une gueule de c'est Casimir. vraiment ça. Et en plus, effectivement, non, il a la gueule de cette série où il y avait des dinosaures qui étaient une famille. C'était trop creepy ce truc. Ah Voilà. non, pas ça. C'est un peu ça. Tu vois pas, Ils les avaient mecs en des- costume, des- ça ressemble un peu aux pierres à feu. Oui, c'est ça, Voilà. avec des dinosaures. Ouais. Mais Non. en vrai, quoi. Mais en live vrai, action. avec des costumes en C'est latex. super creepy ce truc. Les années 90. Ouais. Youpi. Et du coup, il y en a d'autres comme ça. Mais parce que là, tout à l'heure en off, tu parlais d'une scène. Ils ont quand même réussi à faire quelque chose de touchant avec un truc assez absurde comme le fils de Godzilla. Oui, en fait, le kaiju, c'est un langage poétique, en fait. C'est une licence poétique, en fin de compte, d'avoir ces créatures sont tellement immenses qu'on peut projeter tout ce qu'on veut dedans, en fait. Et il y a à boire et à manger dans le kaiju. Il y a du sérieux, il y a du pas sérieux du tout. Il y a des choses bien faites, il y a des choses moins bien faites. Enfin, voilà. Du coup, j'ai tellement d'affection pour ce genre que même les films les plus ratés du genre me plaisent, mais bref, pour en revenir à ce que tu disais, oui, il y a... je sais plus à quel moment le fils de Godzilla débarque dans l'univers Godzilla, mais il y a un film, je crois, qui s'appelle Son of Godzilla, hein, tout simplement, où pour le coup, il y a plein d'autres créatures, et donc Godzilla passe tout le film à empêcher son fils de se faire bouffer par des araignées, des mantes religieuses et tout ça. Donc il y a quelques scènes assez touchantes où le petit est en train de crier parce qu'il s'est fait attraper par une araignée et papa arrive et met une rouste aux araignées. Et à la fin, les êtres humains qui sont dans les parages déclenchent une bombe thermique qui va recouvrir toute l'île de neige. Et en fait, il protège son petit Minya, son fils, de toute la neige qui tombe en l'entourant de ses bras. Et voilà. Donc c'est la scène finale du film. La neige tombe et il le protège et il quitte l'île en disant oh, c'est mignon quand même. Oh. Et ça, c'était est-ce que tu te rappelles dans lequel exactement? C'était le Son of... C'est Son of Godzilla. Ok. D'accord. Et après, il y a eu Godzilla's Revenge, tout de suite après, qui était un film fait complètement pour les enfants, qui devait même pas sortir au cinéma à l'origine. Et là, pour le coup, donc c'est là où il y a l'enfant qui Ah, c'est celui-là. Ouais, l'enfant c'est qui est fan de Godzilla et qui a plein de problèmes avec des gamins qui le harcèlent à l'école. C'est n'importe quoi, mais c'est touchant quand même. Et en fait, il a des problèmes aussi avec des malfrats qui le kidnappent et tout ça. Enfin, et il rêve en fait qu'il est téléporté dans le monde de Godzilla et qu'il discute avec Minya. Ils se racontent leur vie. Quand il est dans le monde de Godzilla, il y a un monstre qui a le même nom que le gamin qui le harcèle à l'école. Ok. Donc ensemble, le petit monstre et le gamin vont se rendre plus forts l'un l'autre. Et il y a un moment où, du coup, forcément, il faut que Minya, le fils de Godzilla, retrouve sa taille de kaiju. Donc d'un coup, ils disent, bon, tu regrandis. Et pouf, il regrandit. Et voilà. Et c'est comme ça. Power Rangers. Parce qu'il fallait. D'accord. Ah oui, il a l'air assez spécial celui-ci quand même. Donc dans le genre absurde mais attachant, il est très bien. Ah, il y a un genre absurde attachant et il y a un genre absurde autre. Alors celui dont vous avez parlé, le Gamera avec les Superwoman, Gamera dans l'espace, il est absurde mais il est moyennement attachant parce que pour le coup c'est vraiment, tu sens que c'est le truc qui a été fait pour faire du fric et sans grande, enfin voilà, c'est pas hyper maîtrisé quand même. C'est un OAV quoi. Ouais, c'est un bah, OAV de résumé de saison. C'est Ouais. un truc de n'importe quoi. Et puis, opportuniste, quoi. enfin, c'est pas très radiophonique, mais il fallait voir le visage de Murray en arrivant, qui s'est rappelé de la musique de l'enfant qui joue au Yamaha. La là. marche de Gamera là. C'est difficile, hein. C'est très difficile. Puis cet enfant qui parle à tous les adultes de la Terre qui connaît pas, c'est hallucinant. Oui, parce que- genre avec cette dame qui dit ah, tu connais Gamera, viens avec moi. Viens avec Non, moi, la méchante, le gars il fait mais si Non. viens, tu vas, je vais te montrer, tu vas voir ton caméra, il va perdre. Allez viens avec moi, on va regarder. Et le gamin après qui se fout de sa gueule, il fait bah tu vois il a gagné. Il non, mais, regarde les combats à la télé en fait pendant tout le film, c'est ça qui est génial. non, mais oui, C'est n'importe quoi. c'est complètement con. Pour revenir, on parlait de la bande-annonce. Vu qu'il y a Mothra qu'on a vu dans la bande-annonce, Ouais. j'espère très grandement qu'il y aura la chanson de Mothra chantée par les jumelles. Hein. Bah déjà, est-ce qu'il y aura des jumelles? Ah, ah. Pour l'instant, on n'a pas l'impression Est-ce qu'elles qu'il y aura sont des là. petites fées? C'est triste, moi j'espère. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la chanson de Mothra. Mais qu'est-ce que c'est que cette chanson? Parce que moi je connais pas. Hein. C'est le moyen de contrôler Mothra par les jumelles. Ah, parce Elle que... chante pour la faire venir. Mais elle a pas. Ah, mais elle chante pour rappeler, comme le projecteur pour Batman, tu vois. C'est. C'est un peu Peut-être. ça, ouais. Oui, alors après il y a un truc un peu bizarre parce que les jumelles c'est aussi peut-être la manière dont Mothra utilise, que Mothra a pour communiquer avec les humains. Mais je pense qu'il y a un problème d'échelle parce que les jumelles elles font 15 cm de haut. Ok. Est-ce que le rôle des jumelles va pas être pris par la gamine de Stranger Things du coup Peut-être. Ouais. Peut-être. Il y a Ça des pourrait chances. être ça. Ah oui, parce que clairement la bande-annonce laisse entendre qu'elle a des petits soucis de télépathie.
Mais du coup, tu vois, elle a quand même de la bonne volonté. Elle essaye la radio, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc elle chante et du coup la bestiole vient. Ça sera dans mes recos, mais pour moi, il y en a un qui est parfait pour ça. J'ai hâte d'arriver à ce passage-là. Ouais, donc du coup, dans les plus absurdes, on a du catch, on a de la relation filiale. On a des extraterrestres. On a Beaucoup des extraterrestres. Il y en a beaucoup, des extraterrestres. Ah oui. C'est la solution à tout quand t'as en plus fait, de méchants. au bout d'un moment, quand t'as plus de monstres sur Terre et tu peux plus justifier que juste les monstres de la Terre se battent entre eux, les monstres de la Terre s'allient pour lutter contre les monstres extraterrestres qui viennent envahir la Terre. Que Ghidorah est un extraterrestre, je crois. Ça dépend des univers. Ouais. Et il n'y a pas de méchants humains, et du coup on utilise les monstres pour aller défoncer les humains. Si, en fait, il y a plein d'itérations où c'est les humains qui trouvent un moyen ou un autre de contrôler Godzilla ou d'autres monstres, d'ailleurs. Et effectivement, Godzilla, dans ce cas-là, est utilisé pour empêcher les humains de faire. T'as aussi les itérations où les humains, enfin le patron de la grande entreprise qui ne respecte pas l'écologie essaye de voler l'œuf de Mothra pour en faire une attraction touristique, mais ensuite est fâché parce que l'œuf éclot parce que Godzilla crache dessus. Encore une fois, il y a des moments où voilà. Et ça sert plus à rien parce que ça sera plus la bonne attraction, mais il trouve les jumelles de l'île de l'Enfant et ça fera une bonne attraction aussi pour faire des publicités. Et donc il se dit qu'il va dominer le monde en faisant des pubs et gagner beaucoup d'argent parce qu'il a des petites gamines de 15 cm. Et ça énerve Mothra qui vient détruire la ville juste pour récupérer les jumelles et détruire la ville à cause de ce méchant marketeux. Les Godzilla de la fin des années 90, c'est un peu compliqué. Ah oui, à côté, c'est notre Godzilla, ça a l'air intellectuel, quoi. C'est chaud. Ça, c'est le Mothra versus Godzilla. Ouais, c'est quand même particulier. Après, là, pour le coup, c'est ceux qui ont une légère tendance un peu nanardesque. Pour le petit bonus en plus, il y a un personnage qui est exactement présenté comme Indiana Jones au début du film. Ouais. Avec la musique ? Non, mais alors sinon, il a tellement ouais. le costume que c'est un mauvais cosplay. Et il y a un sous-Terminator aussi. Dans celui-là. Il y a un cyborg extraterrestre en fait qui a non, pas dans celui-là. Qui est un vrai... C'est pas dans celui-là ? C'est pas dans celui-là. Le cyborg, c'est dans quoi du coup ? Je sais plus, mais c'est pas dans celui-là. Celui-là, je l'ai revu il y a pas longtemps. Il y a pas de. Ils arrivent à pas mettre d'extraterrestres dans celui-là. Ils y arrivent. Ils ont fait des efforts, des concessions. Si vous voyez de l'incompréhension sur certains regards autour de la table, par le Terminator d'Indiana Jones, c'est pas Ah oui, non, mais enfin très rapidement de toute manière. On est déjà dans la SF, mais il y en a qui partent très très loin dans la SF. Ouais. Il y a aussi les extraterrestres gorilles. Dans celui où il y a Mechagodzilla qui arrive. Déjà, on a un Mechagodzilla. Déjà, on a un Mechagodzilla, donc déjà, bon. Et en fait, Mechagodzilla est contrôlé par des extraterrestres gorilles qui ressemblent exactement justement aux méchants dans Spectreman. Pour ceux qui s'en rappellent, c'était le docteur Gorille, qui était un humanoïde gorille, et du coup il y a des extraterrestres gorilles qui sont c'est comme imaginez V, sauf que au lieu que ce soit des lézards, c'est des gorilles en dessous de la peau de d'humain, quoi. C'est quand même assez cool. J'imagine tellement la roulette, tu sais, genre alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'était une époque foisonnante où Puis ce qui est bien, c'est que tu gardes les mêmes costumes et tu fais les Tortues Ninja. Oui. Non mais on se rend pas compte, mais il en sortait un par an en fait, et il sortait plusieurs films de Lato, sortait plusieurs films fantastiques par an. Enfin, c'était la période quoi. Les cinémas étaient abreuvés de films sans arrêt. En Europe aussi d'ailleurs, c'était pareil. Enfin, on avait les péplums, on avait les westerns, on avait tous ces trucs-là. Eux, ils avaient les kaiju, quoi. Oui, donc du coup, on les met à toutes les sauces et voilà. oui. Oui, on avait les Charlots, quoi. Oui, exactement. Les Charlots contre Godzilla maintenant. Vous avez les Kaiju et les Baby Cart. Mais on a eu Charlot contre Dracula. Contre Dracula, ouais. Donc voilà. Bah oui, en fait, finalement, tout est possible. Ouais. Ah ouais, donc là, il y a quand même de quoi creuser pour découvrir quelques pépites. C'est globalement, vu que vous êtes plutôt bien connaisseur du truc, c'est facilement trouvable ces choses ou pas? Plus ou moins. De manière légale, je pense pas. En solution légale, c'est assez compliqué, Ouais. et hormis les deux productions, donc celle de 2014 et celle de 98, ça va être difficile de trouver les autres. En légal sur internet, tous les sites de streaming et autres. En édition DVD, on trouve pas mal de trucs. Il y a eu, moi je me rappelle que vers 2006, il y avait eu énormément de Godzilla qui avait été édité en DVD, beaucoup, en France, qui étaient trouvables. Après, ce qui est compliqué, c'est que on va vite trouver les doublages anglais. Et alors les doublages anglais ajoutent une surcouche très très kitsch
assez horrible. Parce que la manière de jouer japonaise est quand même globalement dans le surjeu, mais au moins quand t'as la VO, tu comprends un peu le reste. Le surjeu avec des voix anglaises, c'est terrifiant. Okay. Et voilà, il y en a un comme ça que j'ai trouvé où j'avais quand même les sous-titres en incruste et les sous-titres disaient pas la même chose que la traduction. Au bout d'un moment, En termes de DVD, je veux pas dire de bêtises, Lucille, mais t'as le pack Gamera. Ouais, moi j'ai un intégral collector. de Gamera. Il y a combien, il y en a combien? Il y a 6 ou 7 dedans? Ah non, plus. Plus. Il y en a une bonne dizaine. Ah oui, c'est vrai que c'est des toutes petites boîtes. Ouais, c'est des boîtes très fines. C'est vrai qu'on avait le choix, c'était comme les Martines, tu vois, genre, genre Gamera fait ci, Gamera fait ça, Gamera à la plage. C'est ça. Non, oui, donc ça, il y a quand même des films qui sont trouvables en DVD, quoi. Mais c'est chiant quand même à trouver. Enfin, je crois que l'intégrale de Gamera Acta, je crois que il est plus trouvable, il me semble. Ah, collector. Non, mais ouais, et les DVD aussi dont tu parlais des années 2000 sont plus trouvables. Non, c'est pas, ils les ont pas ressortis. C'est quand même très chiant à trouver en France. Et en plus, les éditions, alors l'intégrale, je la connais pas trop, mais les éditions qui étaient sorties dans les années 2000, c'était des éditions quand même dégueulasses avec c'est vrai. des 4 tiers, pas de VO et tout ça. Enfin, non, c'est ça. Ouais. Pas terrible quoi. Alors aux États-Unis, il y a des Blu-ray et tout, il y a plein de trucs cool. Donc le mieux, si on veut vraiment le faire comme il faut, c'est de les choper en import, quoi, avec des sous-titres anglais. Bon, après, si je me trompe pas, des films de Godzilla, dans les licences Godzilla, il y en a plus de 50, genre 56, je crois, un truc comme ça. Là, ce que j'ai regardé, ça avait l'air assez conséquent. Hein. Ouais, non, c'est ça. C'est-à-dire que si on se dit j'ai envie de les voir tous, au bout d'un moment on les mélange, et puis je pense qu'au bout d'un moment, le cerveau fond un peu, quoi. Enfin, ça dépend de la fréquence à laquelle on les regarde. D'ailleurs, en parlant de cerveau fondu, il y a un film qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était l'année dernière, et du coup j'ai pas compris ce qu'il faisait là, mais bon, vous allez peut-être m'éclairer. C'est Rampage avec Dwayne Johnson, oui. Parce que c'est un peu le même principe. C'est comme moi je l'ai instantanément classé dans le Sharknado et le reste. Ah ouais. C'est mieux quand même. Moi en général je les classe avec les films de Dwayne Johnson, mais c'est une catégorie où on peut le mettre. Mais c'est un kaiju, lui-même est un kaiju. Dwayne Johnson, il est pas humain. C'est un kaiju humain. Rampage, c'est une adaptation de jeu vidéo, d'un jeu vidéo des années 80. D'accord. Donc c'est déjà un peu différent dans l'univers, parce que pour moi je l'ai classé dans le même endroit parce que c'était. Ça lorgne, ça essaye de faire un peu. Ils sont un peu moins gros. Les monstres sont un peu moins gros. Ils sont plus petits que des immeubles. Et donc ça veut dire que la taille compte. La taille compte. Dans le monde du kaiju, la taille compte. Ah oui. Mais c'est vrai que du coup, il y a deux genres de films où la taille compte. Niveau nanar, toute la recrudescence des Sharknado, Mega Shark versus Giant Octopus, est-ce que c'est considéré kaiju ou pas? Ah non. Non. Même Piranaconda, que j'aime beaucoup, non. Non, mais moi j'ai vu une fois un truc avec un requin avec des tentacules. Ah oui, Mega Sharktopus. C'est Sharktopus. Oui. Et j'ai trouvé ça hallucinant. Sharktopus ressemble un peu à un des kaiju, mais non. Oui, parce qu'en fait, il y en a beaucoup des Mega Shark versus Mecha Shark, des Mega Shark versus Tyrannosaurus. C'est très difficile à dire. Bref, il est tard, mais il y a plein de versus quelque chose d'absurde en face. Et c'est vrai que c'est le rapport commun souvent à ces bestioles-là, c'est qu'elles sont grosses, mais pas autant qu'une patte de Godzilla. Il y a aussi le côté un peu chimère, hein, le fait que ce soit des bestioles qui soient le croisement entre plein de trucs, parce qu'on s'est demandé si par exemple The Meg c'était un kaiju ou pas. Donc The Meg, il est très gros hein, quand même. Non seulement il est très gros, mais aussi il a un peu le même genre de lore, puisque c'est censé être un genre de requin préhistorique qui est resté dans les entrailles des souterrains de l'océan pendant des années. Donc on s'est demandé si ça serait pas un kaiju, mais effectivement c'est un requin et c'est pas ces espèces de chimères, ces assemblements fantastiques d'animaux qui donnent ces monstres-là qui n'existent pas finalement dans la vraie vie. Mais du coup, est-ce que vous aviez vu ce film-là? Est-ce que vous en avez profité à sa sortie? Pas du tout. Oui. Non. Ah, merci. Bah moi, dès qu'il y a un gros monstre, de toute façon, déjà, je suis partante. Et puis, quand il y a Jason Statham qui peut filer une raclée à un gros monstre, ça me va aussi. Moi, je suis allée à la séance de 10h30 au Grand Rex. Avec ma pote parce qu'elle devait repartir dans l'après-midi. Elle m'a dit il faut meuf qu'on aille se faire un film débile ensemble, et du coup on s'est dit
gros requin. Débile, c'est exactement le terme. Et, c'est parfait. Et en fait, ce film, en fait, c'est un peu dommage parce que globalement, moi, le principe d'un gros requin surtout le passage où il passe une espèce de couche où il pense que c'est du sol et en fait, ils arrivent à passer au travers et après, il y a tout un écosystème qui est complètement différent et c'est très joli ce passage-là. Et évidemment, ils ont construit une espèce de truc d'étude ultra techno sous l'eau avec des grands tubes en verre que le requin bien sûr va aller casser. Bref, globalement le film a une esthétique plutôt pas trop mal et des personnages qui auraient pu être intéressants, mais Jason Statham pas au meilleur de sa forme. Et le rapport au personnage féminin, on en reparle après le café. Clairement, il y a eu un gros souci, mais il reste fun. Oui, ça reste sympa à regarder. C'est ça. C'est un film popcorn. Exactement, non mais c'est exactement ça. C'est littéralement un film popcorn. Enfin, clairement, là, moi je l'ai vu à 10h30 du matin, ça allait très bien avec l'état de mon réveil. Clairement, c'était ça. Tu parlais de monde caché au fond des océans, je me rends compte qu'on a à peine parlé de Pacific Rim. Exactement, mais quelle transition merveilleuse. Oui, parce que ce serait dommage de pas en parler alors que le film est quand même sympathique. Bah, c'est la question que je me posais. Les monstres géants, effectivement, ils sont nommés kaiju et c'est un des rares films, en tout cas occidentaux, qui nomment kaiju directement les monstres. Oui, parce que du coup, le terme kaiju, c'est d'abord un terme plutôt cinématographique pour définir un genre. Ouais. Alors que là, dans le film, ils s'emmerdent pas. Et c'est ça. On dit pas des mutos, on dit c'est des kaiju, puis c'est plié. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est vraiment oui, dommage. mais c'est fait pour. Enfin voilà. Mais après, c'est plus un film de robots géants que de kaiju, je trouve. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, on a le côté catch quand même. Mais les robots sont cool. Ouais. Les robots sont cool. Les robots sont super cool et j'adore la technologie qu'ils ont inventée pour contrôler les robots. C'est quand même vachement plus cool qu'un mec avec un petit volant et puis des manettes, quoi. Enfin, c'est un peu plus classe. C'est deux mecs avec des volants et des manettes. Exactement. Et c'est génial. 2 fois mieux. C'est 2 fois mieux. Non, moi je trouve ça. Non, je suis d'accord. Je vanne, mais j'adore Pacific. C'est l'épisode de synchronisation d'Evangelion, mais pendant un film. Mais ouais, moi j'aime bien le 2 aussi. Il est moins bien, mais je trouve qu'il a le mérite de montrer plus de robots, plus de bastons, plus de jours aussi. Parce qu'en vrai, quand vous regardez Pacific Rim plusieurs fois, ce qui m'est arrivé, vous vous rendez compte que je vais un cercle de gens qui en parlent parce qu'on a honte. Ah oui, c'est ça. Vous vous rendez compte que finalement les scènes de baston il y en a 3. Elles sont pas longues, quoi. En fait. Donc c'est un peu le problème d'ailleurs. Enfin, pour moi, c'est là où le bas blesse dans Pacific Rim, c'est quand même sur le traitement des personnages. Et elle pourrait être encore plus courte s'il utilisait son épée dès le début du film. Son épée magique. Mais c'est une épée ultime. Je préfère vraiment qu'il utilise un pétrolier pour mettre des coups aux monstres. C'est quand même beaucoup plus cool, quoi. C'est l'esprit shonen. Tu n'utilises pas tout de suite ton arme puissante. Ouais, non, mais ça c'est exactement ce que ne fait pas Captain Marvel à la fin de son film. D'ailleurs, mais moi c'est vrai que ce qui est cool avec Pacific Rim, parce qu'au départ, moi la première fois que j'ai vu l'affiche, je me suis dit genre gros robot versus gros monstre, fait chier. Voilà. Ah non, moi au contraire. Au contraire. Moi j'ai vu ça, j'ai fait OK. Non mais je sais pas, parce que le truc c'est que tu vois, enfin avant on a eu Transformers. C'est Michael Bay qui a tout salopé. C'est pas le même réalisateur, c'est pas la même personne derrière. Oui, mais je suis un spectateur lambda. Je passe devant une affiche. Tu n'es pas lambda, tu peux pas dire ça. Merci, tu es très gentil. Mais je suis un spectateur lambda et je passe devant cette affiche et je vois juste gros. En plus, tu es avec une accroche comme il peut y avoir actuellement dans le métro. Il y a une pub en ce moment dans le métro. Si vous n'êtes pas tombé dessus, allez à mourir de rire. C'est un film avec Liam Neeson et le meilleur film de Liam Neeson où il tue tout le monde. Oui, mais je pense que c'est parce que c'est un genre de film. Le film où Liam Neeson tue tout le monde, c'est un genre de film comme comédie. Et d'ailleurs, ce film-là n'est pas un film où Liam Neeson tue tout le monde. C'est une publicité mensongère. Faut le savoir. C'est pas un film. Ouais, ça a rien à voir en fait. Et puis en plus, moi je préfère vachement les films où Liam Neeson meurt mais bêtement. Rétablissons la vérité. Mais en tout cas, pour en revenir aux publicités, je passe devant cette affiche de Pacific Rim et là je vois gros robot, gros monstre et je me dis ok, pour la science, j'irai voir ce film. Et donc du coup j'y vais et je me suis rendu compte que ce film, de 1, il était pas débile, de 2, il y avait quand même une mise en scène qui était plutôt sympathique et des personnages auxquels tu t'attaches un petit peu quand même. Et aussi un chara-design de monstres, même si on en a peu, qui sont super cool.
Enfin, franchement, moi, je les ai beaucoup aimés. Et le 2, moi, pour le coup, j'ai vu que la bande-annonce, j'ai pas vu le film. Et c'est vrai que ça m'a semblé plus léger comme traitement par rapport au premier film. Ça a rien à voir. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup moins intéressant, mais comme on n'a pas non plus tous les jours des films de gros monstres et de gros robots, non, mais il vaut le coup d'être vu et il est beaucoup moins intéressant. Il a l'avantage d'avoir John Boyega, quand même, qui est un acteur que je trouve assez charismatique et intéressant. Mais du coup, il a pas Idris Elba. Non. Or, il annule l'Apocalypse dans le premier, donc. C'est son fils, en fait. Oui, Ah oui, le mec qui joue dans Star Wars. Voilà, oui. c'est là. Ok, j'étais en train d'essayer de resituer le. C'est Finn. Oui, c'est ça. Il y a un personnage féminin plutôt intéressant dans le 2. Mais pour le coup, ouais, les personnages féminins sont intéressants dans Pacific Rim aussi. Enfin, dans les. C'est assez équilibré. Ouais. Le personnage de la nana principale, j'ai oublié le nom du personnage, qui est japonaise. Makomori, si je me trompe pas. Ah oui. Ouais, je trouve que son histoire est super triste mais du coup tu t'y attaches très très vite. Et les passages où elle retombe dans son subconscient. Ça a donné le Makomori test, c'est un truc utilisé sur internet pour définir un degré de film féministe. Ah bon? T'as le Bechdel test, t'as le Furiosa test et t'as le Makomori test. Ah, je savais pas. Donc le Bechdel, c'est est-ce qu'il y a deux personnages féminins avec tous les deux un nom caractérisé qui parlent ensemble, pas d'un homme. Ok. Il n'y a pas beaucoup de films qui passent ce test déjà. Ouais. Le Furiosa test, c'est est-ce qu'avec le pitch de ton film, ça a énervé plein de gens sur internet qui ont hurlé sur le film. Voilà. Ok. Et le Makomori test, c'est est-ce qu'il y a un arc scénaristique dédié à un personnage féminin. Ok. Super intéressant. Et il y en a pas tant que ça non plus. Et est-ce qu'il y a un crossover de tout ça? Est-ce qu'un film ultime existe où tout se passe? Par exemple, Captain Marvel. Pacific Rim, ça passe pas le test Bechdel, par exemple. Oui, parce qu'il n'y a pas d'autres personnages féminins avec qui discuter. Ouais. Voilà. Non, Captain fait les trois. Captain Marvel. Captain Marvel passe les trois, je pense. Mais donc c'est bon, tamponner, emballer, c'est peser. Non, mais c'est vrai que dans Pacific Rim, l'arc où du coup tu vois que cette petite fille faisait partie de cette population qui subit les attaques continues de kaiju. Parce qu'en plus c'est cyclique, c'est un peu dommage pour la race humaine. Mais et du coup elle fait partie de ça. Et moi personnellement, en plus les enfants qui hurlent au cinéma, moi personnellement, soit c'est très énervant, soit ça me fend le cœur. Là en l'occurrence ça m'a fendu le cœur. D'ailleurs il y a une très jolie photo qui traîne sur internet où tu vois Guillermo del Toro avec la petite fille dans les bras et ils sont trop mignons. Mais non, c'est vrai que c'est un film qu'il faut, pareil, à pas sous-estimer parce que c'est un film qui est un peu mal aimé aussi. Oui. Une fanbase quand même. Il a une très très grosse fanbase. Oui. Mais effectivement, sinon, il est vu comme trop pop culture, robot géant, c'est des jouets, quoi. Bah ouais, mais bon, Alors qu'en plus, Bandai a même pas sorti 15 000 jouets avec, c'est quand même dommage. Bah pourtant, il aurait pu, parce qu'il en aurait vendu du jouet. Hein. Mais on en revient au syndrome Transformers, des séries de films qui est un peu tout gâché, quoi. Bon, après, dans les Transformers, dans le genre vie de cerveau, ça marche, c'est efficace, c'est pas non plus horrible. Alors moi, je trouve ça horrible, mais... Depuis que dans un avion, j'ai vu celui où il y a un Transformers dinosaure. Avec des dinosaures. Ouais, non. Moi, je te dis, j'en ai vu deux. J'en ai vu deux des Transformers. Il y en a 5, 6. 6. Non, 5, je sais plus. Enfin, trop. Peu importe. Voilà. Globalement, mais bon, C'est surtout que c'est tous les mêmes. Enfin, il y en a plein, mais c'est tous les mêmes, en fait. Donc, c'est là où... Bon, bref, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. On s'éloigne. Prochaine émission sur les gros robots. Ouais. C'est ça. Il y a de quoi raconter aussi, tu me diras. Et du coup, j'aurais une petite question à vous poser. Si vous deviez commencer, ou en tout cas recommander à quelqu'un de rentrer dans l'univers, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, mais c'est difficile de savoir par quel bout tirer. Quelle serait votre recommandation, ou en tout cas, est-ce que du coup c'est à la fois votre coup de cœur et une recommandation, ou par quoi commencer? Alors moi, mon coup de cœur, ça sera pas ma recommandation, parce que mon coup de cœur, il est franchement complètement barré et je pense pas que ce soit le meilleur moyen de démarrer la licence. Mais il faut quand même que tu nous dises ce que c'est, parce que ça m'intrigue. C'est Godzilla Final Wars qui est sorti en 2006 pour le cinquantenaire de Godzilla. D'accord. Donc déjà, rien que le début du film est génial parce que t'as l'histoire de Godzilla. Le générique de début de film, en fait, te montre des images types de chacun des genres des différents monstres, avec directement des bouts des films, etc. Donc
il est vraiment film hommage. Le réalisateur, donc Ryuhei Kitamura, lui, il est arrivé en disant je veux revenir au film, aux monstres en mousse, etc. Donc il les a retournés à l'ancienne dans des maquettes, dans des piscines. Tout est fait en studio. Enfin, c'est voilà. Et c'est du catch. C'est complètement du catch. Ok. Et en plus, c'est un scénario complètement délirant parce que on a les extraterrestres de la planète X. On a la force de défense terrestre, donc Earth Defense Force, donc c'est génial en français, c'est l'EDF. L'EDF, c'est une armée hyper bien équipée qui défend la Terre contre les monstres géants, en considérant qu'ils n'ont pas besoin de Godzilla, et d'ailleurs, dans un précédent, ils ont enfermé Godzilla dans un glacier au pôle sud. Et pourquoi pas ? Tout ça par un sous-marin dirigé par un catcheur hyper connu au Japon. Un catcheur américain. Un catcheur américain qui a fait sa carrière au Japon et qui passe son temps à se balader avec un katana et un manteau en cuir parce qu'on s'en fout en fait. Et l'unité d'élite de l'EDF, c'est des mutants parce qu'il y a des mutants qui sont des super combattants qui font du gun-fu comme dans Equilibrium. Enfin, je veux dire, rien n'a de sens. Il y a une course-poursuite en moto sur l'autoroute qui te fait penser directement à la scène qu'il y a dans Advent Children Final Fantasy. Tout le film est complètement fou et doit y avoir, je pense, 18 monstres différents de Godzilla, dont des combats qui durent 35 secondes. Mon préféré, c'est-à-dire qu'ils font arriver le Godzilla de Roland Emmerich et le vrai Godzilla le tue en 35 secondes en l'explosant et en passant la suite du genre tu n'existes pas. et c'est que des conneries comme ça. Et on a, c'est régulièrement c'est du tag team, c'est du catch. D'accord, donc ça c'est ta reco parce que c'est quelque chose de vraiment c'est mon fun. coup de cœur. C'est ton, ouais, oui. Si on veut du fun sans aucune compréhension et en se demandant pas, je comprends pas quels sont les monstres qui arrivent, on peut regarder celui-là parce qu'au pire c'est pas grave. En reco pour démarrer la série, je pense que la série Millennium est probablement la plus accessible en fait. Okay. Donc Millennium, c'est ceux qui sont de 2001. Une série de films à partir de 2001, oui. Ouais, c'est ça. Pas une série télé. Non. D'accord. C'est parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a eu plein d'univers différents Godzilla selon les studios qui reprenaient les licences. Ah ouais, beaucoup 3-4 je crois. Ah oui, quand même. Plus ou moins, enfin ça dépend des reboots, des retours. C'est plus par période, en fait il y a la période Showa, la période Heisei et la période Millennium. Et après la période Millennium, il y a Shin Godzilla et après il y a les 3 trucs de Netflix. Enfin, ça c'est pour parler des japonais en fait. Et c'est des noms de périodes qui sont pas spécifiques à Godzilla en fait. On parle aussi de période Heisei et Showa pour Gamera. Enfin, je crois que c'est lié au l'empereur ou je sais pas quoi, enfin un truc comme ça. Ok. C'était les périodes. Et effectivement à chaque fois ça a été une espèce de reboot. Personnellement j'aime beaucoup la période Heisei parce que c'est celle qui est le plus cohérente d'un film à l'autre. C'est celle qui démarre en 84 avec Godzilla, je sais plus comment il s'appelle, Godzilla 84, qui est rebooté là, et ça se finit 7 films plus tard, et il y a un arc en fait avec le fils de Godzilla tout au long du, avec vraiment un début et une fin, et j'aime beaucoup. Ok, donc toi c'est plutôt la période Millennium, Sly. Ouais. Toi c'est plutôt du coup la période Heisei, ouais, les 7 films. Plutôt les années 80 du coup. Ouais, les années 80-90, ouais. D'accord. Mais c'est bon, enfin voilà, après c'est pas ce que je recommanderais, enfin ça fait, c'est. Oui, c'est ton coup de cœur. Non. Alors non. Alors du coup moi mon coup de cœur c'est clairement j'aime tout, mais je crois que le dernier truc qui m'a soufflé c'est Shin Godzilla quand même, qui est vraiment un film de maboule quoi, enfin mais dans le bon sens du terme, parce que enfin pour moi ce film c'est un coup de génie en fait, parce que les deux réalisateurs, donc Shinji Higuchi et je me souviens plus son prénom, Anno, dont un des deux est le créateur de Evangelion. Okay. Cette série de robots géants qui tatanent des monstres géants et qui après part dans du Nietzsche et des choses comme ça à mi-chemin, faut le savoir. En fait, c'est à nouveau Godzilla qui arrive à cause de la pollution. C'est la pollution qui crée un nouveau Godzilla, mais un Godzilla dégueulasse pour le coup, qui est 10 fois plus grand que tous les autres, mais qui a des tout petits bras et qui, voilà, c'est vraiment une créature dégueulasse et surpuissante. Et là, pour le coup, c'est dans la peau de l'administration complètement incompétente pour essayer d'arrêter le massacre, quoi. Et ce qui est formidable, c'est que ça reprend beaucoup d'éléments historiques de Godzilla, notamment la musique, et aussi un certain nombre d'enjeux habituels à Godzilla, et en même temps, ça crée une vraie nouveauté, une vraie rupture, et c'est passionnant comme film. Mais par contre, faut s'accrocher. C'est un film qui est hyper dense. Il y a des dialogues sans arrêt, et voilà, il faut être bien réveillé. Il faut vraiment, c'est un film à pas sous-estimer. C'est pas un film à lancer le soir quand t'es fatigué et que t'as envie de te détendre. C'est un film à regarder vraiment concentré.
Mais Oui. ça paye vraiment, quoi. Mais du coup, typiquement, ça c'est plus ton coup de cœur, mais c'est pas Ouais. à quelque chose qui permet de rentrer dans l'univers. Non, ça c'est Parce mon que coup de ça- cœur. ouais. Mais ça peut être une porte d'entrée aussi, suivant ce qu'on aime. Je veux dire, si on est un peu réfractaire à l'idée de c'est des films de monstres et Ok. on n'aime pas trop ça. Pour le coup, c'est un film politique en fait, Shin Godzilla. Enfin, c'est vraiment fou, quoi. Faut le voir pour le croire, quoi. Mais ma porte d'entrée, c'est Gamera 3. Revenge of Iris, qui date de 99, où c'est Gamera, la tortue géante de l'espace, qui protège l'humanité et qui fait beaucoup de sacrifices pour protéger l'humanité. Et c'est assez touchant et c'est vraiment réussi. Les effets spéciaux ont bien tenu le choc et tout ça. Donc c'est vraiment une bonne porte d'entrée, quoi. Le troisième D'accord. Gamera des années 90. Ok. D'ailleurs, Gamera, c'est la seule qu'on voit pas dans le King of Monsters. Parce que c'est pas le même studio pour le coup. C'est pour ça. C'est pas le même univers, quoi. D'accord. C'est comme DC et Marvel, quoi. D'accord, ok. Et toi, Murray, du coup, quel serait déjà ton coup de cœur? Moi, ça sera les deux en même temps. Clairement, c'est le Godzilla de 98. Avec Jean Reno et... Non, je plaisante. Non, je vais être vraiment classique. Classique. Non, mais je trouve que celui de 2014 est vraiment, je trouve, une très bonne porte d'entrée parce que pour quelqu'un qui va être grand public, qui va pas du tout connaître l'univers, ça va lui poser vraiment des bonnes bases. Là, on va voir ce que donnera le prochain film, qui va vraiment étendre l'univers. Enfin, là, on va vraiment voir toutes les têtes les plus connues de Godzilla, outre Godzilla lui-même. Et je pense vraiment que c'est peut-être la meilleure porte d'entrée, parce que c'est vrai que les films type Gamera, c'est sympa, mais celui qu'on a vu nous le week-end dernier, c'est dur. Hein. Quand tu connais pas l'univers, quand tu connais rien, ce genre de film-là, tu fais, je vais peut-être pas en voir d'autres là, ça va peut-être être difficile. L'avantage c'est que celui-là, voilà, on a le personnage de Godzilla, on a le monstre de Godzilla, mais on a une histoire, un truc posé, et alors c'est pas une origin story non plus, on n'en est pas là, mais ouais, je trouve que c'est vraiment une bonne porte d'entrée. Et j'ai passé un bon moment, donc je le mets dans les derniers films. Mais avec le Kong aussi, moi j'ai beaucoup apprécié le Kong. Je trouve que c'est mes petits coups de cœur de ces dernières années. Ouais, dans les plus récents. Ouais. Et toi, Lucille, quels seraient tes coups de cœur et recos? Bah écoute, ça va compléter un petit peu, puisque moi, mes coups de cœur, ce sont vraiment les très très vieux Godzilla que je regardais avec mon papa quand j'étais petite. Et alors il y a ceux qui sont en noir et blanc, ceux en couleur, mais vraiment ceux où tu vois que le type il est dans un costume, où du coup il se déplace comme un gros chapato, où quand il marave un monstre, il fait une espèce de petite danse de la joie complètement ridicule. D'ailleurs, la moitié des gifs qu'on peut trouver de Godzilla sur internet sont issus de cette période. Et franchement, c'est vraiment, je pense, ceux que j'aime le plus, mais peut-être parce qu'il y a une valeur affective assez importante. Et sinon, en porte d'entrée, je pense que si vraiment vous partez de zéro, commencez par un bon petit Pacific Rim et ça vous mettra déjà dans le bain pour ce genre d'univers, en fait, tout simplement. Et aussi pour vous mettre dans le bain de ce schéma de film qui consiste à dire il y a éventuellement des gros strums, il y a aussi des gros robots là dans le cas de Pacific Rim, mais il y a surtout une histoire avec des humains qui est souvent vachement moins intéressante, qui te passionnera souvent beaucoup moins, mais que tu dois quand même te taper pour pouvoir avoir le plaisir de regarder tous ces mégastrums, etc. Donc je vous vois sourire dans l'assemblée, donc je sais que vous savez de quoi je parle. Donc je pense que ouais, si vous partez complètement de zéro, commencez par un bon petit Pacific Rim et ensuite suivez les recommandations des copains. Puis en plus, il y a Ron Perlman avec des bottes en croco. Oui. Ouais. Moi, pour ma part, pour une porte d'entrée, moi j'aurais eu tendance à prendre le King Kong de Jackson parce que il arrive à lier à la fois un scénario quand même vachement cool avec pour le coup des personnages humains auxquels tu t'intéresses et la mise en scène est plutôt cool et le gorille de toute façon c'est Andy Serkis donc on peut que l'aimer donc voilà c'est une obligation et je commencerai bien par ça parce que pour se familiariser avec le rapport d'échelle humain et monstre phénoménal et en effet après j'irai bien explorer les plus vieux pour le côté mais par contre il faut être un peu adepte du côté un peu nanardesque aussi parce que enfin la Gamera c'est chouette quand on a vraiment envie de découvrir le truc. Par contre des fois il faut pas avoir peur de s'ennuyer un petit peu parce que le nanar c'est aussi ça, c'est des moments où on se fait littéralement chier. Donc du coup du coup mais en même temps l'univers est chouette. Donc du coup faut pas hésiter à aller explorer un peu les plus anciens. Pour revenir sur le King Kong de Jackson, on rappellera jamais assez que si vous n'aimez pas les insectes, faites très attention en voyant ce film.
Oui, non, c'est sûr. Il faut pas être phobique des grosses bestioles parce qu'il y a une scène assez impressionnante et qui fonctionne toujours bien, même parce qu'il vieillit plutôt bien le film. Hein, en fait, parce que cette scène, elle fonctionne presque plus sur le bruit que sur l'image. Il y a un travail de bruitage sur cette scène. On a des scolopendres et des trucs plein de trucs avec plein de pattes. Trop de pattes et des trucs qui t'aspirent. Enfin, voilà. C'est hallucinant. Oui, non, mais là, du coup, j'ai bien la scène en tête grâce à toi. C'est. Pas dormir. Mais à côté de ça, c'est vrai que en comparaison, le Kong Skull Island est presque moins dégueu parce que finalement, dans l'autre, c'est beaucoup de choses qui grouillent, alors que là, c'est direct des grosses bestioles. Et des T-Rex. Qui jouent à Tarzan. Accessoirement. Et qui se font péter la mâchoire, et ça c'est cool. Oui, d'ailleurs dans le Kong Skull Island, à un moment il est avec l'espèce de gros lézard et puis tu te dis il va refaire le même truc, la même prise où en mode pétage de mâchoire, et il le fait pas et du coup j'étais presque déçu. Mais non, parce que c'est tellement classe et c'était vraiment ça y est, j'ai repris le dessus, etc. Et dans Kong, cette scène elle est incroyable. C'est le signature move de Godzilla qui le fait au muto. Mais non, mais bien sûr, et puis il est là en mode j'ai mangé de l'ail. C'est voilà, bon, sauf que c'est du nucléaire. Bon, soit. De l'ail nucléaire. C'est un petit. C'est vrai, l'ail des ours. En tout cas, sur ces belles recommandations, je pense que nous allons pouvoir clôturer l'épisode. Et j'étais vraiment très très contente de faire cet épisode avec vous parce que là, j'ai appris énormément de choses ce soir. Je suis partie avec 5 films à mon actif dans ma filmo et je pense que je vais repartir avec 150 films à regarder. Donc et des choses à lire pour travailler mon anglais, tant qu'à faire. Ah oui. Donc parce que là je suis très très intriguée par comment c'est Kaiju Max. Kaiju Max, voilà, ça a l'air assez incroyable. Ah oui. Donc merci à vous tous pour cet épisode. Merci Lucille. Mais de rien. Toujours la bienvenue, bien entendu. Fauteuil, canapé, chaise, prends ce que tu veux. Tu es le bienvenu. Merci Martin. Merci pour l'invitation. Eh ben écoute, j'espère que qu'on te reverra parce que tu es passionnant à écouter. Merci. Donc du coup, moi j'aurais presque juste voulu t'écouter sans poser de questions. Moi j'étais partie pour 3 heures. Merci Murray. Merci à toi. Et du coup c'est pareil, toi on te revoit je pense pour la prochaine il me semble. C'est bien possible. Il y a des chances. Une chance sur 2. De toute façon je bouge pas du canapé donc il y a des chances que. C'est vrai, il suffit de remettre un micro devant moi et ça sera bon. Parfait. Et le chat. Oui, le chat, oui. Au passage. Et merci Sly. Avec plaisir. Pour cette première au grand jour. C'est ça. Franchement, quand tu veux, tu reviens. Et du coup, on calera le jour de l'enregistrement sur tes possibilités aussi. Et non, franchement, c'était très très bien. Je suis très très contente. Bon, il faut terminer cette émission. Allo Central est une émission produite et réalisée par Radio Kawa. On se retrouve le mardi 9 avril pour un nouvel épisode d'Allo Central. Aussi, chers auditeurs, grosse annonce, parce qu'on va pouvoir enfin l'annoncer. Vous l'aurez peut-être deviné parce que vous savez compter, mais nous approchons lentement mais sûrement de la 100e, le 100e épisode d'Allo Central. Et si vous êtes tenté de festoyer avec nous pour ce grand événement, vous pouvez venir nous rencontrer lors d'un épisode exceptionnel en live le samedi 11 mai au Geek and Game Festival. On vous a concocté un épisode spécial plein de quiz absurdes avec des chroniqueurs charmants, même si Murray malheureusement ne pourra peut-être pas être là, et mon cœur en est fendu. Oh, le mien aussi. Mais en tout cas, n'hésitez pas à venir nombreux pour nous rencontrer et vous amuser parce que vous allez voir, c'est vraiment n'importe quoi. Ce sera donc au Geek and Game Festival au campus de Paris-Jussieu le samedi 11 mai prochain. En attendant, retrouvez-nous 24h sur 24, 7 jours sur 7 en téléchargement ou streaming sur le site de radiokawa.com et n'hésitez pas à partager l'émission à vos amis, vos voisins, vos collègues et ou à Jude Law, clin d'œil Murray, parce qu'il est vachement sympa. Tout ça en nous mettant des petites étoiles sur iTunes et puis bah voilà. Maintenant c'est le moment de faire des bisous et de vous dire à bientôt. Bye bye. Au revoir. Godzilla. Radio